Salut à tous, bienvenue dans cette émission hors série de la bande AD+, spéciale Barkley, une course hors norme qui se déroule tous les ans autour de la fin mars dans le parc national de Frozen Head, dans l'état du Tennessee aux États-Unis, sous la coupe du Grand Manitou Lazarus Lake et de son bras droit et successeur désigné, Carl. Distance Plus était sur place cette année pour assister à l'édition 2025 qui s'est avérée impossible à finir. Les 40 participants ont tous abandonné, y compris le triple finisseur John Kelly et le seul finisseur français Aurélien Sanchez. Après 2 éditions fastueuses avec 3 puis 5 finisseurs, le mythe de la Barkley a donc repris ses droits. Pour rappel, depuis 1995, seulement 19 coureurs et une coureuse ont réussi à venir à bout de ce chantier qui consiste à parcourir environ 200 km et 20 000 mètres de dénivelé en moins de 60 heures, soit 5 tours de parc, en grande partie hors sentier, avec l'objectif de trouver 16 livres à chaque tour pour déchirer la page correspondant à son numéro de dossard et les rapporter à l'AS. Ce sont les balises joyeusement disséminées sur un parcours non balisé. Les mots pour définir cette Barkley sont généralement forts, sans nuance, impossible, brutale, douloureuse, obsédante, addictive, a écrit le français Sébastien Réchon dans son compte-rendu de course il y a quelques heures, infernale et cruelle, a écrit dans son livre Aurélien Sanchez, premier finisseur français. Le livre, c'est la résolution, car la Barkley est bien plus qu'une course, c'est un problème à résoudre. Et ils ne sont donc que 20 à l'avoir résolu dans sa version moderne à 5 tours depuis 30 ans. D'ailleurs, Aurélien a échoué cette année et la précédente alors qu'il était entré dans la légende en 2023. La Barkley pourrait aussi se résumer au symbole du mur, et cette année, le mur était infranchissable. La Barkley fascine, attire, repousse, elle est clivante, certains adorent, d'autres détestent, certains s'insurgent qu'on en parle comme d'un ultra-trail alors qu'il est difficile de courir sur ce parcours infâme, une succession de pentes abruptes et abrasives, et que la compétence de l'orientation est un fondement. Certains ne comprennent pas l'intérêt de cette course, quand d'autres considèrent que c'est tout simplement un jeu, un investissement gigantesque, mais un jeu sportif, un jeu de rôle, un jeu avec son maître du jeu qui n'hésite pas à modifier les règles quand ça lui chante, comme on mélange les cartes après une partie. Cette année, les règles ont été corsées. Laz n'a pas voulu risquer d'avoir des finisseurs de sa Barkley 3 années de suite, alors il a serré la vis, il a un peu raccourci le parcours, mais il l'a durci. 9 côtes monstrueuses de 400 à 600 mètres de dénivelé par tour, au lieu de 7 habituellement, pour redonner de sa superbe au mythe, qui dans son ADN a toujours flirté avec l'impossibilité. Cette année, c'est la Barkley qui a gagné, c'est Laz et son acolyte Carl qui l'ont emporté. Le sourire en coin, c'est certain. La bande AD+, dans le vif de la Barkley, est une émission en partenariat avec Wise Ultra Running. C'est parti. La bande AD+, le talk show du trail et de l'ultra trail. Et c'est donc une émission spéciale que j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui, avec à mes côtés, d'abord, les 2 membres de la bande qui sont les plus fascinés par la Barkley. L'aventurier Stéphane Brognard, d'abord. Salut Steph. Salut la bande, salut à tous et salut aux habitants de Wartburg, dans le Tennessee, 918 habitants, qui a dans sa commune un parc qui s'appelle Frozen Head. On les salue. Il doit y avoir un paquet de monde là-bas qui nous écoute en plus, évidemment. Et Robin Schmidt du média satirique Les Genoux dans le Gif. Salut Robin. Salut Nico, salut la bande, salut à toutes et à tous. Et Stéphane, j'ai cru que c'était le nom d'un village en Alsace. J'ai eu vachement peur au début. Et puis finalement, non, ça va, c'est un truc américain. D'ailleurs, l'accent du Tennessee doit pas être très loin, hein. Oui, bah, ça doit être un accent absolument dégueulasse de toute façon. Donc, et puis, il y a certainement des enfants noyés dans les rivières. Oh putain, je m'arrête là tout de suite. Nous avons, messieurs, plusieurs invités pour prendre le temps de raconter cette Barkley. Et tous étaient dans le parc de Frozen Head il y a encore quelques heures. Alors, par ordre alphabétique, j'aurais dû commencer par présenter Claire Banvart, ultra-traileuse XXL plutôt connue. C'était la première fois qu'elle était au départ de la Barkley. C'était la première française, si je ne m'abuse. Malheureusement, on a essayé de se connecter avec Claire juste avant cette émission. Elle est à l'aéroport pour repartir en France et la connexion ne permettait pas qu'elle se joigne à nous. On est un peu en
en club de gars là, c'était pas prévu, mais voilà, ce sera sans Claire. Julien Chable, ultra trailer néo-calédonien, qui vivait l'expérience tout comme Claire pour la première fois lui aussi. Salut Julien. Bonjour à tous, bonjour la bande et bonjour aux auditeurs. Et toi, puisque c'est le partenaire de la bande AD+, il se trouve que tu courais avec un équipement Wise. On en reparlera à un moment donné de l'émission parce que t'es un acharné de cette marque. Maxime Godin, montagnard, patron ou l'un des patrons de l'agence de voyage spécialisée dans les séjours de Trails in France. C'est pas de ça dont on parle, mais c'est pour mieux te situer. Salut Maxime, toi c'était ta deuxième fois sur la Barclay cette année. Salut Nico, salut la bande. Ouais, effectivement, deuxième participation et deuxième échec donc pour moi à la Barclay cette année. Et merci de m'inviter et qu'on puisse discuter un petit peu de ce beau chantier tous ensemble. Échec, mais félicitations quand même, parce que je pense que quand on court la Barclay, on doit être félicité quel que soit le résultat. Et Sébastien Réchon, champion du monde de raid d'aventure, double vainqueur du Tour des Glaciers, vainqueur de la Chartreuse Termino Run. Je m'arrête là parce que sinon on en a pour la nuit. Salut Seb. Salut la bande AD+, très heureux de vous retrouver. Je confirme, les habitants du Tennessee sont incompréhensibles. Et tout comme Maxime, j'ai échoué lamentablement pour la deuxième fois. Ah, on va relativiser ce lamentablement, certainement. Et enfin, j'accueille Rémi Gégard, journaliste, reporter pour Distance Plus sur cette Barclay, mais avant tout grand spécialiste du mythe. Salut Rémi, toi, la Barclay, tu la connais vraiment finement puisque tu l'as couru. Tu as fait 7 départs de cette course mythique. Salut Rémi. Et bonjour Nico, bonjour la bande. Ouais, comme tu dis, c'était un peu fêlé, un peu fou. L'histoire commence en 2015 pour moi, et 7 fois comme coureur et 2 fois comme média, quoi, comme on appelle ça là-bas. Et là, tu as grâce au contenu que tu nous as ramené, que ce soit les sonores, que ce soit les vidéos, que ce soit les photos, bah on a rappé ça pour parler anglais et essayer de produire tantôt un petit documentaire reportage, tantôt un réel, tantôt un petit carrousel photo. Bref, vous allez aller voir ça sur Distance Plus. Il y a beaucoup de contenu pour essayer de raconter de manière un peu différente, un peu plus long, un peu plus court cette Barclay 2025. Mais c'est assurément ici, maintenant, que ce sera le plus court en formule talk show avec vous pour nous raconter la Barclay, puis aller au-delà même de cette édition 2025. C'est une émission de discussion et de débat et c'est évidemment ce qu'on va faire. Je vais commencer avec les 2 membres de la bande à leur demander et j'aimerais vous demander, messieurs, Steph d'abord, qu'est-ce que ça représente la Barclay? Même si les auditeurs qui nous suivent, qui sont fidèles, vous connaissent, vous en parlez régulièrement, notamment toi, Steph, mais voilà, on contextualise le début de cette émission. Ça représente quoi la Barclay pour toi? Écoute, la Barclay, je pense que ça représente mon image très personnelle de ce qui est pour moi le trail running. Il nous a été présenté en France quand moi je débute en 2003. Le trail running, c'est les Templiers, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est les courses autour de la maison qui sont sur des sentiers codifiés. Mais j'ai pour habitude de m'entraîner toujours un peu hors piste dans mes forêts vosgiennes. Donc quelque part, le jour où je vois débouler dans mon spectre de connaissances vers les années 2010-2011 un truc qui s'appelle la Barclay, j'ai du mal même à le comprendre, mais assez rapidement, je comprends surtout que c'est vers ce genre de choses que je pourrais avoir envie d'être attiré. Donc inévitablement, j'essaie de me renseigner. J'ai d'autres choses à faire parce que je suis dans une période un peu particulière de ma pratique sportive liée au trail. Donc je fais ça et après je suis parti vers l'aventure, mais j'ai toujours dans un coin de ma tête. J'avais d'ailleurs contacté Rémi qui m'indique j'ai envoyé une fois ma lettre pour avoir 0 réponse, donc je sais à peu près ce que ça veut dire. Mais inévitablement, pour moi, c'est la définition même du jeu, c'est la définition même du trail running, c'est-à-dire que quelqu'un donne une règle du jeu qui me plaît parce que c'est théâtralisé et c'est tellement bourré d'indices, tout a été finement pensé de A à Z et on est au théâtre et les acteurs qui arrivent là se plient au metteur en scène et je trouve que le résultat est magnifique. D'ailleurs, quand on le suit de l'extérieur, on se retrouve
confronté à une énorme pièce de théâtre. Alors les acteurs, je pense que je sais pas si on paye les acteurs qu'à la fin du spectacle, donc ils sont pas souvent payés les gars, mais finalement je trouve que c'est quand même c'est vraiment assez extraordinaire de suivre ce feuilleton, le feuilleton pour moi de l'année, avec ce metteur en scène qui a pensé dans les moindres détails et que chaque année, peu importe ce qui s'y passe, une année comme celle-ci qui était particulière, comme toutes les années qui étaient particulières, on en a un bouquin à écrire et on peut pas en aller-retour comme une claque, j'ai envie de dire, au théâtre, de directement classifier une année comme celle-ci. Bien au contraire, elle est presque plus riche que toutes les autres, celle qui a eu lieu cette année. Pour moi, c'est fondamentalement quelque chose qui me plaît, non en tant que sportif, mais aussi en tant que sportif, mais dans l'entièreté de ce que la Barclay a pu créer contre vents et marées. Il a gardé sa ligne de conduite et il est parti dans quelque chose où au début ça devait certainement ne pas être tellement apprécié, et il en a fait un mythe en gardant sa ligne de conduite depuis 40 ans. C'est juste magnifique pour moi cette épreuve et tout ce qui la comporte. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de vocables du hors sportif qui intervient pour décrire cette Barclay généralement. Robin, toi la Barclay, ça représente quoi pour toi, et pourquoi tu aimes cette on va dire cette course, ce jeu? Alors au début, je dois me confesser, au début, ça m'a pas du tout attiré. C'est vrai que j'ai toujours été un peu abreuvé, on va dire, par le trail moderne et la performance à tout prix, le chrono, etc. Et puis finalement, de fil en aiguille, je sais pas comment il a réussi son coup, mais je suis devenu complètement fan, complètement passionné de cet événement. Il y a eu aussi, en fait, je pense que si c'était par méconnaissance de la Barclay, où j'avais juste l'impression que c'était un espèce de truc nébuleux, et je pense que beaucoup de gens finalement qui n'aiment pas la Barclay ont une mauvaise image, tout simplement. Ils sont pas assez bien renseignés. Il y a des bouquins qui ont aidé, en particulier le livre des frères Berg, même si derrière moi là les finisseurs. Ouais. Voilà, je rassure tout le monde. J'avais commencé à aimer la Barclay avant le bouquin, mais effectivement ça a participé. Moi, je vois un peu cette course comme étant une sorte de contre-pouvoir, un peu une sorte de garde-fou contre le trail moderne, même si encore une fois j'ai passé le week-end à suivre les aventures de Kilian, Jim et le seigneur Vincent Bouillard à Chianti. Donc j'ai évidemment une énorme passion pour on va dire le trail moderne avec la recherche de performance, mais c'est vrai que la Barclay c'est un ovni véritablement, et il y a ce côté un peu contre-pouvoir où voilà, il y a le prix d'inscription, un prix totalement dérisoire, tu peux pas t'inscrire comme tu veux, enfin il y a finalement c'est tout l'inverse d'une course classique. Et de fil en aiguille, si on mélange tout ça, on met les bons acteurs et le bon metteur en scène, et en fait on a des histoires. Et en fait c'est vraiment ce qui me plaît finalement dans le trail, dans ce que j'observe, c'est les histoires qu'on peut raconter et qu'on peut déguster. Et je parlais de Chianti, pour moi voilà, c'est une histoire, même si on est à l'opposé totalement de la Barclay en termes de terrain déjà pour commencer. Mais la Barclay voilà a cette capacité à raconter des histoires. L'année dernière avec une Jasmine Paris qui termine à 99 secondes de la barrière horaire, mais de toute façon à chaque édition il y a des histoires, et je pense qu'on va avoir quelques belles perles avec nos comparses du jour, mais voilà, c'est vraiment, pour moi il y a un côté vraiment spectacle, théâtre, et c'est exactement ce que disait Stéphane, c'est on est au théâtre et on observe simplement les comédiens. Moi je garde vraiment le souvenir, dès que j'entends Barclay, je vois Gary Robbins arriver 6 secondes après toucher la Yellow Gate 6 secondes trop tard, après 60 heures de course, et être exécuté sur le champ par Laz, et c'est voilà, ça traduit bien cette histoire, ce genre d'histoire qu'on peut pas forcément avoir ailleurs. Julien, tu es peut-être, excuse-moi d'ailleurs de dire ça, mais peut-être le moins connu autour de la table virtuelle. Alors, juste en 2 mots, est-ce que tu peux nous parler de toi? T'es néo-calédonien, et qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé sur cette Barclay au Tennessee cette année? Alors la Barclay, c'est, je pense comme tout le monde, tout le monde est bien écrit, c'est pas quelque chose qui nous prend du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'infuse en fait avec le temps. Donc ça fait plusieurs années que je voulais quand même courir cette course, au moins avoir l'honneur de pouvoir être sur la ligne de départ un jour. J'avoue que c'était vraiment un rêve et qui était je me doutais même pas recevoir un jour ma lettre de condoléances. Et donc avant de m'inscrire, j'ai quand même
fait pas mal d'ultra et je me suis mis aussi à la course d'orientation que je recommande à tout le monde. J'ai vraiment découvert une belle discipline et qui était pour moi un prérequis en fait pour pouvoir m'inscrire à la Barclay. Donc voilà, c'est un projet qui s'est construit voilà au fil des années. Qui a nécessité voilà d'acquérir de l'expérience sur de l'ultra, sur de l'orientation et voilà. Et puis j'avoue que le côté en Nouvelle-Calédonie, on court beaucoup sur des sentiers perdus. Là-bas, même si on a un téléphone, ça veut pas dire qu'on va capter. Même c'est quasiment sûr quand on part un peu loin. Donc on se retrouve un peu dans la même configuration qu'à la Barclay, sauf qu'effectivement on n'a pas on a le téléphone avec nous. Donc voilà, c'était cette histoire-là un petit peu. Et moi, ce que je recherchais aussi, c'était le côté authentique de la course que je trouve qu'on perd de plus en plus justement avec tout ce qui va être les séries UTMB, etc. Où moi j'ai été très très déçu de ma participation à l'UTMB du Mont Blanc parce que c'était vraiment extrêmement commercial. Je regardais les coureurs, tout le monde se regardait avec son dernier matériel, vraiment pas de civisme sur la course. Enfin voilà, ça m'avait vraiment dégoûté. Et je recherchais quelque chose de beaucoup plus authentique, revenir un petit peu aux racines et puis voilà quelque chose de plus confidentiel avec des amoureux de l'ultra et pas forcément justement de la performance à tout prix, mais du dépassement de soi, de savoir un petit peu de quel bois on est fait. Même si le mot performance avait été employé tout à l'heure par Steph, Seb, toi tu es un coureur performant, tu as tout au long de ta carrière sportive eu de très hautes performances, et quand tu viens sur la Barclay, c'est pas pour enfiler des perles, c'est pour être finisseur. Alors certes, dans le langage de la Barclay, gagner ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quand même une performance que d'aller au bout. La preuve, 20 finisseurs en 30 ans. Qu'est-ce que t'en penses de ça, de cet aspect de performance? Est-ce que c'est une performance ou pas de finir la Barclay ou de faire la Barclay tout simplement? Faire la Barclay, c'est avant tout une expérience. C'est une expérience de vie unique pour tout sportif amoureux du sport outdoor. C'est le Graal, j'ai envie de te dire. Moi, ça fait 15-20 ans que je pratique les sports outdoor. Il y a tout ce que je recherche, sauf une chose. Mais sinon, il y a tout ce que je recherche dans la Barclay, c'est-à-dire un jeu qui se fait par équipe aussi. On pourra en parler. Où il y a de l'incertitude, où il y a de l'orientation, où il y a des terrains difficiles à arpenter. Et voilà, c'est tout ce que j'aime. Cette Barclay, elle a vraiment rassemblé le trail que j'aime, ultra long, et en même temps le raid aventure. C'est vraiment un mix, un mélange. Alors la performance, oui, je dirais que même cette année, par exemple, finir un tour, c'était une expérience, c'était une performance notable. Finir 2 tours, c'était encore plus. Donc la performance, elle est toute relative chaque année en fonction de ce qu'ont décidé les 2 Manitou de cette épreuve. Cette année, on a vite vu que la performance, ce serait pas 5 tours à la prise de carte. Tu m'intrigues là, t'as dit sauf une. C'est quoi ce qui manque à la Barclay alors? Moi, ce que j'aime dans la pratique outdoor, c'est la découverte d'un territoire. C'est contempler des paysages et un forêt de Frozen Head. Une fois que tu t'es baladé une journée dedans en randonnée, tu la connais. Donc, si tu veux, il y a pas ça. Voilà, il manque ça. Moi, quand je vais sur un port des glaciers, j'en prends plein les yeux. Quand tu vas sur une Barclay, c'est pas pour les paysages, même si la forêt est intéressante, mais une fois que tu la connais, tu n'as pas besoin d'y retourner. Donc voilà, il manque ça, mais le reste est tellement puissant que tu passes au bout. En vérité, ça fait même presque partie aussi de ce décor qu'on va dessiner tout au long de cette émission aussi. Elle a pas un grand intérêt, on dit souvent qu'elle est lugubre. Bon, j'ai vu beaucoup de photos cette année où la lumière sortait, donc le côté lugubre, c'est peut-être pas systématique, mais ça fait partie du charme de cette épreuve de pas être dans un endroit qui est beau. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. En fait, elle est lugubre, mais après c'est les mots qu'on emploie pour renforcer le mythe. Ouais. Maxime serait d'accord avec moi, c'est une forêt blanche en termes d'orienteur, c'est-à-dire que tu peux passer n'importe où. Tu peux faire des azimuts directs parce que les arbres sont très espacés. Donc en fait, c'est une belle forêt, mais bon voilà, il y a pas de point de vue. Elle est jonchée de petites ronces vertes qui te lacèrent la peau. Donc elle est particulière. Maxime, tu as abordé ta deuxième fois après avoir pour le coup réalisé une performance l'année dernière pour ta première fois puisque tu as réalisé une fun run. Alors la fun run, pour ceux qui sont pas adeptes, c'est parcourir 3 tours et en fait c'est, je crois pas dire de bêtises, la première version de la Barclay était en 3 tours et quand Laz en 1995 change les règles du jeu déjà pour passer à 5 tours.
eh ben, il a appelé tout finisseur de 3 tours, en s'assurant bien de toucher la Yellow Gate, devenait, enfin, je sais pas comment on dit, on devient pas fun runner, Ouais, c'est ça, fun runner, fun runner. effectivement. Okay. Le terme est bien utilisé. Et effectivement, le premier finisher en fait de la Barclay, Ed Furto, qui s'appelle Frozen Ed Furto dans le milieu, lui donc a réalisé en fait seulement entre guillemets une fun run, et puis bah du coup Gary Laz a décidé d'en rajouter un petit peu, même ça a encore tâtonné pendant quelques années jusqu'à ce que ça trouve le format définitif en 1995. Donc effectivement il y a eu un peu des tâtonnements au début, et puis la fun run aujourd'hui c'est enfin jusqu'à l'année dernière était un peu la course réservée aux femmes et aux enfants, hein, toujours dans l'imaginaire de la Barclay, et puis le côté provocateur, délibérément provocateur de Laz. Et puis bah, l'année dernière, Jasmine ayant cassé tout ça, la course réservée aux femmes et aux enfants est devenue déjà un monstre. Je pense qu'effectivement les finishes et les performances multiples de l'année dernière, parce que l'année dernière tu dis j'ai réalisé effectivement une fun run comme Seb, qui est même allé jusqu'à prendre le départ du 5e tour, et on était 10 coureurs à aller à cette fun run l'année dernière. Cette année, on est 10 coureurs à avoir bouclé le premier tour. Donc, ça donne déjà un petit peu le cadre aussi, puisque tout à l'heure, vous parliez très, très justement de théâtre, de jeu, de mise en scène d'acteurs, et de quelqu'un qui va un peu distiller ses ingrédients et inventer une recette magique et unique à chaque fois. On est complètement cette année dans une toute nouvelle ère, je pense, de la Barclay, avec des rajouts qui sont spectaculaires. On parlera peut-être de stats après, de pourcentage, parce que moi, je suis un fan de la Barclay aussi, comme vous, depuis bien longtemps, et on suit les petites augmentations ou diminutions de difficulté de parcours systématiquement. Là, les 2 côtes qui sont ajoutées, donc 500 à 600 mètres de dénivelé positif en plus, ça représente à peu près 12% de difficulté en plus sur une boucle. Alors, c'est des chiffres abstraits qui ne veulent rien dire sur le terrain, mais quand on voit le terrain que c'est, alors une très belle forêt, je suis entièrement d'accord avec Seb. Moi, je suis un orienteur, et les orienteurs, on aime la forêt, c'est pas très grave de pas avoir de point de vue tant qu'on a des belles lignes à naviguer, et c'est exactement le cas à Frozen Head. On a des belles lignes de crête, on a des belles lignes de rentrant sur lesquelles naviguer, on a aussi quelques azimuts un peu serrés à faire, et voilà, en plus de cette navigation, cette belle forêt de Frozen Head, effectivement le challenge, la quantité de hors-sentier qui d'année en année augmente. On était l'année dernière déjà sur 90% de hors-sentier, peut-être que cette année on est sur 95%, je sais pas, j'ai pas compté. En tout cas, les sections de plat de l'année dernière, elles ont complètement disparu. Là, cette fois-ci, c'est soit ça monte très raide, soit ça descend très raide. Et puis, quand je dis très raide, on est sur des murs qui vont jusqu'à 40 ou 50% de pente. Encore pour parler de chiffres, j'ai passé pour le geek de la bande, désolé. T'es parti bille en tête sur les modifications, et je trouve ça passionnant, mais je voulais quand même te questionner sur ton intention de cette année, toujours pour rester sur la notion de performance. Tu m'as dit tout à l'heure, quand on s'est appelé un peu pour préparer l'émission, tu m'as dit, moi, quand je suis venu pour être finisseur ou rien. Ouais, donc, tout à fait. Il y avait une sacrée ambition là. Bah oui, alors bon, de toute façon, sur ces courses-là, si tu viens pas avec l'ambition de finir, c'est impossible de terminer. Effectivement, Seb comme moi, l'année dernière, on a réalisé des performances tout à fait honorables pour une première participation, qui nous ont ouvert la porte d'être potentiel finisher de cette course. Donc forcément, quand on revient une deuxième année, c'est pour améliorer notre performance. Donc Seb comme moi, aller dans le 5e tour et terminer ce 5e tour. Donc effectivement, on s'est préparé on a mentalisé le fait d'un finish, tout en sachant que 8 finisseurs en 2 ans allaient probablement avoir comme conséquence d'un durcissement de la course. Donc on s'était préparé mentalement à ça. Là où ils sont très forts, effectivement, c'est on en parlera après, et je reviens effectivement à nouveau sur les changements, mais la veille, quand on reçoit la carte et qu'on voit ces modifications, on prend un énorme coup sur la tête, et on se dit, en fait, nous sommes du coup les acteurs, ceux qui vont se déplacer dans le terrain de Frozen Head. On s'est préparé à tout, et surtout à être prêt à finir avec une préparation dantesque, qui sur des mois a mangé des murs à l'entraînement, à faire beaucoup de dénivelé positif, et puis voilà, encore une fois, tout un travail intellectuel, parce que ce qu'on a
pas beaucoup dit pour nous coureurs, c'est quand même que c'est une épreuve qui est très très intellectuelle. Donc je comprends aussi les détracteurs. Si on s'intéresse pas à ce format-là, on peut trouver ça très farfelu. On est sur quelque chose où le cerveau est toujours en prise et du coup c'est aussi là où c'est difficile quand on vient comme Sébastien et moi cette année avec l'intention d'en finir et que presque la veille au soir de la course on se rend compte. Moi je me suis couché en me disant c'est impossible, mathématiquement c'est impossible. Et là, parce que ce que tu dis pas, c'est qu'en fait il y a une espèce de sas de compression et non pas de décompression quand vous connaissez quelques heures avant le départ, sans avoir l'heure du départ, Laz et Karl vous remettent les cartes. C'est un espèce de moment un peu protocolaire, je crois. Et puis vous étudiez les changements, etc. Et là, cette année, ça a été la claque dans la figure. Ouais, tout à fait. Le coup de massue, on s'attendait effectivement. J'ai lu le compte rendu d'Aurélien tout à l'heure à des changements importants qui feraient perdre peut-être 15 à 20 minutes par boucle, ce qui rendrait déjà les choses extrêmement compliquées au vu des temps des précédents finishers les années précédentes. Là, on était sur un changement où on est sur plus d'une heure par boucle, plus de 500 mètres de dénivelé par boucle. Donc effectivement, là, on prend un gros coup de massue, passer d'une boucle de 4000 mètres de dénivelé positif et négatif à une boucle de 4500 mètres de dénivelé positif et négatif. Pour les auditeurs, j'imagine, vous avez tous peut-être des courses en tête que vous avez préparées dans le passé. Imaginez la veille au soir, les règles du jeu qui changent complètement, un changement de parcours qui va faire que les barrières horaires restent les mêmes, mais avec un parcours qui se complexifie énormément. Voilà, c'est quelque chose d'unique. En fait, on voit ça nulle part ailleurs. Et dans une prépa, on est rarement confronté à ça, en plus d'avoir du coup le coup de chaud des barrières horaires qui arrive très très vite. Et ça, pour nous, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau. Enfin, je pense que les Julien, Seb, on est rarement confronté aux barrières horaires sur des courses classiques, on va dire, des courses de trail. J'ai du mal à classer la Barclay comme une course de trail. Pour moi, c'est plutôt une aventure. Et sur cette aventure-là, on a des cut-offs, des barrières horaires qui sont juste incroyables. Ce qui est amusant, pour revenir sur ce que disait aussi Seth tout à l'heure, c'est que la Fun Run est devenue cette année, et pour la première fois depuis un bout de temps, un suspense. C'est-à-dire qu'on a très vite compris, en suivant ça de loin pour la plupart, que cette édition-là était pas faisable. Donc on s'est dit, jusqu'où ils vont réussir à aller. Est-ce qu'il va y avoir une Fun Run? À un moment donné, on pensait qu'il n'y avait même pas à avoir un Fun Run. Et du coup, le suspense a été décalé par le bas. C'est un nivellement par le bas. Rémi, alors pour rappel, donc toi tu étais pour Distance Plus sur les lieux, tu as vécu en observateur la course, mais avec énormément de contraintes. Il faut savoir que les règles du jeu, elles sont valables pour tous, y compris pour les observateurs. On ne peut pas aller comme on veut dans le parc. Il faut rester au niveau du camping à l'entrée du parc. On a le droit d'aller sur un seul point qui est la tour, la tower, pour essayer de voir les coureurs passer, mais encore faut-il qu'ils passent dans les horaires d'ouverture du parc, etc. Toi, qui connais bien la Barclay, cette année, alors il y a l'autre chose pour la mise en contexte, c'est que tu connais bien Laz aussi. Je ne sais pas si tu le considères comme un ami, mais vous êtes assez proches. Et d'ailleurs, tu l'as reçu. Peut-être que tu as fait des visites touristiques récemment au mois de janvier, quand il est venu entre guillemets inaugurer deux backyards, qui est un concept qu'il a aussi créé, la backyard, dans ton pays, à Toulouse, et puis au Pont du Gard. Donc forcément, tu as dû vouloir essayer de lui parler. Alors déjà, est-ce que tu as réussi à avoir des informations de là sur cette édition, ou est-ce que le garçon est mutique et que même sous le coup du secret et de la confidentialité, il ne dit rien? Et puis, deuxième question, quand tu es arrivé sur place, est-ce que tu t'attendais à ce chamboulement-là? Oui, alors justement, parce que quand j'écoutais Seb et Maxime surtout, je me posais la question. Alors déjà tout de suite, Laz ne dit absolument rien. Que tu sois ami avec lui ou pas, il va pas te dire c'est comme on sait jamais l'heure de départ de la course, mais par exemple, un exemple parmi les autres, il le dit jamais, il va jamais le dire. Tu peux faire ce que tu veux, et même des fois en plaisantant, parce que on a beaucoup conduit, je l'ai amené en voiture partout, visiter plein de trucs,
dans les conversations, j'essaie de glisser des fois, tu sais, un petit truc comme ça en passant, mais il dit jamais rien, quoi. C'est vraiment, c'est le secret total par rapport à tout ce qui entoure la Barclay. Par contre, oui, une question, alors, tout de suite, l'année d'avant, enfin, l'année passée, quand il y a eu 5 finisseurs, quand il y a eu Jasmine qui a terminé, tout de suite, la question que beaucoup de monde se posait, mais je pense même les coureurs, hein, c'était qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine pour que ça se durcisse, quoi, parce que tout le monde savait que quelque part il y avait trop de finisseurs et c'était pas la définition même de la Barclay. Donc toutes les hypothèses qui ont circulé, et la première c'était de changer d'endroit, qui paraissait carrément hallucinant, on pouvait pas faire ça autre part que le Frozen, donc c'était déjà pas ça. Et une deuxième option aurait été de rajouter un tour. C'est pourquoi pas finalement rajouter un tour. Et quand j'entends Max et Sen, je me dis mais est-ce que rajouter un tour n'aurait pas été plus facile finalement que de durcir comme ça, de pas pouvoir passer à 12 heures, tu vois, hein, de pas pouvoir passer le tour en moins de 12 heures. Donc ça c'est peut-être une question, ça aurait été pas mieux finalement un tour de plus. Seb, ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, ben, clairement, moi j'aurais clairement, en plus j'aime les efforts. Oui, clairement, j'aurais préféré un tour de plus et on aurait peut-être joué. Là, c'était à la fin du premier tour, on était plus fatigué qu'à la fin du troisième l'année dernière. C'est ce qu'il a ajouté sur un tour sans voir d'assistance. C'était complètement énorme. C'est vrai que je reviens sur ce que disait Max. Quand on a vu les cartes, il a cassé notre jouet, le jouet avec lequel on se préparait, on jouait depuis un an, et puis il nous a donné un jouet beaucoup plus gros qu'on n'arrivait pas à manipuler et qu'on n'a pas réussi à manipuler pendant la course. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seb? Qu'est-ce qui se passe quand il te donne les cartes et enfin c'est quoi l'émotion qu'il y a dans le bruissement à ce moment-là dans le on était avec Maxime, on est avec Maxime Aurélien à la même table et franchement on prend tous un coup de massue dans la tête. Tu te rends vite compte. Moi j'avais misé sur une difficulté supplémentaire et une difficulté supplémentaire ça aurait été on aurait pu jouer un peu plus longtemps. Là quand tu vois qu'il rajoute 2 ascensions monstrueuses. Alors, il nous a fait rire parce que, soi-disant, elle est plus courte. Soi-disant, la course est plus courte. À l'arrivée du premier tour, là, il me dit, alors, comment tu as trouvé ce tour beaucoup plus court que derrière? Je le regarde, je suis même pas sûr, enfin, Maxime peut-être a calculé les distances, mais je suis même pas sûr qu'il y ait 10 mètres en moins. Par contre, les 500, 600 mètres de dénivelé en plus, on les a sentis. Et c'est pas du petit dénivelé, c'est ça que pour que les gens comprennent, on n'est pas sur du sentier, on est sur des monstrueuses comment on appelle ça, dénivellations là, le niveau oui, de notre vitesse horaire, si tu veux, en montée et en descente, elle est pitoyable. On est là pour le coup, les descentes qui nous goûtaient, on est à 2-3 km/h et en montée, on est à 2 peut-être par moment parce que c'est raide, il y a des falaises à contourner, des ronces à éviter. Donc bon oui, moi j'aurais clairement préféré 6 tours, mais je crois que c'est pas l'option qui a été choisie. Là, la question de on prend les bâtons, on prend pas les bâtons, je pense qu'elle se pose pas à la Barclay. Maxime et après Steph. Maxime. Ouais, tout à fait. Non, puis effectivement, il y a un petit jeu mental aussi sur le côté. La boucle va être plus courte. J'ai pas mesuré sur la partie kilomètre linéaire, mais si c'est plus court, effectivement, c'est 10 mètres ou 100 mètres. Allez, peut-être 200. Et par contre, sur le côté dénivellation positive et négative, ça c'est très facile à calculer parce qu'ils ont enlevé 2 bouts de plat pour ajouter 2 pentes énormes. Donc voilà, là on n'avait pas de suspense là-dessus. Et effectivement, nous en plus on s'est entraîné tout l'hiver sur des terrains similaires, donc on connaît nos vitesses ascensionnelles. Donc quand on rajoute 500 mètres de D+ et de D- minimum par boucle, on sait que c'est minimum 1 heure pour un premier tour quand on est en forme et qu'après ça va être de manière exponentielle et on va perdre de plus en plus de temps. Donc ouais, le jeu devient vraiment critique dès cette information-là connue. En plus, comme je disais tout à l'heure, on est un peu des geeks, on calcule un petit peu tout, on voit bien que ça va être serré et donc après il fallait le prendre un peu à la rigolade. Moi j'ai dormi très sereinement après ça en me disant c'est impossible. Donc on va se battre parce que de toute façon c'est notre rôle. On est là pour se battre, donc on va se battre. Donc on va partir plus vite. Mais on en parlera après. Je vais laisser la parole à Steph. Steph, t'as voulu réagir il y a un petit moment là déjà.
Ben ouais, je pense que c'est une excellente nouvelle, moi, parce que à écouter Max, Seb et Julien, effectivement, avec cette forme de peut-être de prétention et de redevenir un petit peu coureur habituel, c'est-à-dire bon alors attends, moi je l'ai réussi, j'ai fait une fun run, je calcule tout par rapport à l'année d'avant et effectivement je vais revenir et si je calcule bien mon coup, normalement ça devrait passer, j'arrive avec une attitude de vainqueur quelque part, comme on pourrait être quand on arrive sur une course habituelle, je fais l'UTMB en 23 heures, je m'entraîne à davantage, peut-être le faire en 21 heures et effectivement j'aurais gagné le pompon au tour de manège, sauf que jusqu'à preuve du contraire j'ai toujours entendu là se dire je veux faire vivre une expérience, donc est-ce que finalement pour Julien, Seb et Max, l'expérience qui a été proposée par Laz plutôt que de pouvoir entériner peut-être un quelque chose qu'ils avaient calculé, n'était pas plutôt plus chouette quelque part de les avoir obligés à vivre cette expérience-là plutôt que de dérouler quelque chose qu'ils avaient peut-être déjà passé au-dessus de la Barclay quelque part. Seb, Ouais, puis après Julien. après Julien. Ouais, exactement. Écoute Stéphane, moi j'ai été au final l'année dernière j'étais déçu globalement en terminant parce que j'étais passé à côté de quelque chose de possible. Là, finalement, t'as rien à perdre au départ de la course parce que tu sais que ton objectif de départ est inatteignable. Et donc l'idée, c'est de faire le mieux possible, de faire preuve de résilience et puis de passer tour après tour et d'aller le plus loin possible. Et au final, je suis assez fier d'avoir tout donné, d'être allé au bout du bout du bout. J'ai rarement été aussi loin dans la douleur, dans la volonté d'avancer malgré les difficultés. Donc oui, c'est une expérience qu'on a vécue. Je suis immensément heureux de l'avoir vécue, même si elle a été douloureuse, mais c'est ça, exactement. Je demanderai à Julien tout à l'heure ce qu'il a pensé, parce que lui, c'est sa première fois, donc chamboulé, alors que déjà, il y a quand même une espèce de stress qui est lié à ça. Mais avant, Rémi, tu voulais réagir. Oui, juste par rapport au changement, pour que ce soit plus dur, il y a quand même un facteur, et il y a plein de facteurs dans la Barclay pour le réussir. Un facteur qu'on n'a pas abordé, c'est la météo. Les trois garçons qui l'ont fait là, Seb 2 fois, Maxime 2 fois, il a fait quand même une météo idéale, entre guillemets, hein. Chaud cette année, mais l'an dernier, il a fait quand même très très bon. Et par expérience, c'est pour l'avoir vu aussi, la Barclay, quand il fait très mauvais, c'est quand même aussi une autre paire de manches, quoi, tu vois. Je pense que même la Barclay de l'an dernier, avec une météo comme souvent il y a dans le parc, ou comme souvent il y avait, puisque depuis 2 ou 3 ans, c'est pas comme ça, et avec beaucoup de pluie, le brouillard et tout, ça devient aussi une autre Barclay, quoi. C'est un facteur dont on parle pas, comme si on se disait que maintenant la météo, la bonne météo, on a l'impression que c'est parti pour 10 ans de bonne météo, mais bon, voilà. Ceci dit, Rémi, même s'il a fait relativement beau, parce que je crois que ça commençait à se dégrader sur la fin, enfin avant les 40 heures, Seb nous racontait que il y a eu une tornade, qu'il avait beaucoup plu, que le sentier ou leur sentier, enfin le parc, avait été quand même pas mal bousillé, quoi. Donc ça a dû, même si les conditions en course étaient agréables, les conditions de technicité ont dû être elles désagrégées là. Ouais, Seb. Ouais, non, au final, il a plu énormément le samedi, un petit peu le dimanche. Et au départ du mardi, les conditions étaient bonnes sur le terrain. Non, au final, on a été affecté par cette tornade. Et c'est tout à fait juste ce que tu dis, Rémi. John Kelly a à peine fait 3 tours en 40 heures. Parce qu'il faut savoir que la fun run, c'est 40 heures, c'est pas 36 heures. C'est-à-dire qu'il est à 4 heures de pouvoir repartir sur un 4e tour. C'est énorme. Et ce, par beau temps. Imaginez s'il y avait eu une mauvaise météo, vous auriez eu 3 ou 4 coureurs qui auraient fini le premier tour et sans doute personne qui aurait fini le 2e tour. C'est dire la difficulté du chantier qui nous était proposé cette année. Maxime, en sachant que, pour rebondir sur ce que disait Seb, je pense que c'est une édition historique de ce point de vue-là, dans le sens où c'est jamais arrivé qu'il y ait si peu de personnes qui fassent un tour, c'est jamais arrivé que ce soit si lent, je crois, au départ. Donc bref, il a vraiment foutu le bazar. Enfin, ils ont foutu le bazar, Laz et Karl. On reparlera tout à l'heure de ce duo-là. Maxime.
Oui, Et puis bah, après effectivement. Julien, à qui j'ai même pas donné la Ouais, parole tout à l'heure. je vais laisser Julien parler, mais juste pour abonder un peu dans le sens de ce que vient de dire Seb. Alors John Kelly, c'est un athlète hors pair qui a terminé 3 fois cette course, du coup qui a là cette année terminé la fun run à peine en dessous du cut-off des 40 heures. L'année dernière, sa fun run, il a fait entre 31 heures et 32 heures. Je vais passer pour le guide de service qui connaît toutes les stats, mais franchement, la différence entre du coup sa Barclay 2024 et sa Barclay 2025, elle est juste hallucinante pour un gars qui sur un an a pas non plus régressé. C'est quand même John Kelly, c'est quelqu'un qui s'est battu. Alors certes, on y viendra après, on a perdu du temps et sans doute 2 heures sur un livre qui fait que on peut peut-être retrancher ces 2 heures si vous le voulez, mais dans tous les cas, entre 31 heures et 39 heures, il y a quand même un monde, et effectivement sur des conditions de course qui sont quand même relativement favorables depuis 3 ans. Donc bon, après, est-ce qu'il y a un seul parcours? Ça, c'est une question qui se pose aussi, parce que autant du temps de Laz, il y avait pour sûr un seul parcours qui ne changeait pas quelle que soit la météo, donc ce qui a fait des années effectivement avec très très peu de fun runner. Là, le doute est permis. En tout cas, il joue un petit peu aussi avec nos nerfs. Karl, quand on a parlé la veille de la course, il était là en train de se dire on est en train de prendre l'état d'esprit du parc et peut-être qu'on va changer la course, etc. Donc est-ce que c'est aussi du bluff? On ne sait pas trop, mais peut-être que finalement l'avenir de la Barclay, elle est aussi de peut-être tenir compte des conditions météo qui sont de plus en plus favorables. En tout cas, il semblerait là sur les 3 dernières éditions que les conditions aient pu être favorables. Est-ce que le parcours serait le même en cas de mauvaises conditions? Je ne sais pas. Je vais laisser parler. Je vais me permettre de donner pas une statistique mais des chiffres, Maxime, juste pour encore une fois, je pense aux auditeurs pour qui c'est pas forcément tout concret. Si on compare, c'est incomparable, mais si on compare l'UTMB et la Barclay. L'UTMB, c'est un 100 miles, et puis la Barclay, sur le papier, c'est un 100 miles aussi. 100 miles, c'est 160 km. Pour finir, ceux qui finissent aujourd'hui l'UTMB le plus rapidement, c'est autour de 20 heures, un petit peu moins maintenant. 160 km, 170, pardon, et 10 000 mètres de dénivelé. La Barclay, c'est, pour ceux qui la finissent, et ils sont rares, 60 heures. Juste ça, sans avoir à aller plus loin, c'est parlant, je pense. Julien, je te laisse enfin la parole, excuse-moi. Oui, non, c'était juste pour compléter un petit peu ce que disaient Maxime et Sébastien. Moi, c'est vrai que c'était ma première, donc j'avais aucune appréhension. Je savais pas du tout comment mesurer en termes de temps. Donc, j'ai envie de dire, je suis parti un peu dans l'impossible. Mais moi, j'avais pas d'appréhension sur tout ça. Effectivement, c'était long. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un peu plus rapide. Alors, je vais pas sortir les stats, Maxime, je pense, est meilleur dans le domaine, mais effectivement, je m'attendais à faire une première boucle beaucoup plus rapidement et être beaucoup moins éreinté à la fin de la boucle. Bon, je pense c'était aussi un petit peu trop de confiance quand on arrive. On se dit, il y a eu finisher. Finalement, c'est que c'est faisable. Ouais, il y a 10 personnes qui font la fun run. Bon, allez, on devrait pouvoir le faire. Effectivement, on se fait surprendre. Et en tout cas, moi, ça m'a permis je savais pas du tout où j'en étais moi sur le parcours. Je savais pas quand est-ce que j'allais terminer la première boucle. Et en fait, je suis le 10e coureur qui arrive 2 minutes avant le cut-off de la fun run. Donc, j'arrive en 13h18 minutes. On fait un refil en 1 minute 30. D'après là, c'est le refil et redépart le plus rapide de la Barclay pour repartir sur le 2e tour. Bon là, on était un peu cramé. Je savais que je pouvais pas faire mieux que ce que j'avais fait à la première boucle, donc je savais que je partais sur un échec. Mais voilà, je voulais le faire. Effectivement, je rejoins complètement l'analyse de Sébastien et de Maxime sur le fait que ce soit un jeu. Et je pense qu'il faut vraiment le prendre comme ça. Si on ne le prend pas comme ça, je pense qu'on aura des grosses difficultés dès les premières côtes. Et c'est ça qui est intéressant, qui donne vraiment envie, en tout cas, de faire la Barclay. Et évidemment, heureusement que la météo était bonne, parce que là, je sais même pas comment on aurait fini le premier tour. Très simplement. Voilà. Donc, Robin, ton micro est éteint, je pense. Ouais, Julien, je sais pas si tu avais terminé, désolé. Je pense que oui. Ok. Je pense que oui. Ouais, c'était plus une question justement à ceux qui l'ont déjà couru. On parle justement souvent du côté ouais, il faut être un ingénieur, faut avoir fait bac plus 25, faut être en couple avec un fichier Excel, enfin tous ces trucs. Pourquoi justement, effectivement, il faut être à ce point geek, etc. Parce que on peut se dire, ok, il y a le côté orientation, il y a le côté trouver des livres, mais
j'ai du mal quand même à comprendre pourquoi il faut être à ce point aussi geek et aussi parce que je crois que c'est Maxime qui a dit ça en début d'émission, qui a dit qu'il fallait voilà avoir le côté cérébral ou intellectuel. Est-ce que je me fais un peu l'avocat du diable, mais finalement ça reste courir ou marcher dans une forêt et trouver des bouquins, quoi. Pourquoi justement c'est aussi important d'être un geek. Maxime. Bibliothèque très mal rangée quand même. Hein. Oui, bah c'est certain, exactement. Ouais, alors c'est effectivement, alors du coup déjà pour commencer, parce que il y a la comparaison inévitable qui a été faite à un moment donné entre l'UTMB et puis Barclay. Il y a Simon Lancelevé qui a beaucoup étudié sur nos formats de course et qui va prochainement d'ailleurs sortir un livre sur ces jeux d'ultra endurance que sont la Barclay et la Chartreuse Terminorum, qui est son penchant français, qui va s'appeler La Quête, donc en hommage à une chanson de Jacques Brel qui est chère aussi à Simon, pardon, il dit que la Barclay, alors je crois que c'est pas ses mots, mais c'est lui qui me les a rapportés. Comparer la Barclay et l'UTMB, c'est comme comparer le chat domestique et le lynx. On est sur quand même deux familles qui sont, on est dans la même famille, mais sur des épreuves qui sont tellement éloignées que c'est compliqué de faire un parallèle entre les deux. Et après, effectivement, sur le côté cérébral et intellectuel, alors moi, je suis un orienteur à la base. Je me définis toujours comme orienteur et pas comme trailer. La Barclay, c'est pas du tout une course d'orientation. On est sur une épreuve où on va aller chercher de la navigation sur des lignes qu'on va utiliser parfois comme des animaux sur des lignes de relief, parfois à la boussole, parfois à une lecture du terrain. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une dimension vraiment, on est sur les 5 sens à la Barclay. On n'est pas uniquement à suivre le fanion qui est devant ou la lampe ou les fesses du coureur qui est devant. En plus, on est souvent quand même relativement isolé ou en petit groupe. Quand on est en petit groupe, il y a aussi ce côté un peu meute. On l'a très bien vécu cette année avec Seb, Auré et John dans le premier tour. On est parti un peu vite comme une meute de chiens affamés. Alors l'année dernière, c'était encore pire, on était 15 à partir comme des fous. Là, cette année, on n'était que 4 et on est parti vraiment quand même assez fort parce qu'il fallait se donner les chances de finir. Et dans cette meute, du coup, on essaye de survivre en s'entraidant. Clairement, on est complètement dans l'entraide. Donc on essaye de faire attention aux copains, on essaye de prendre des relais et on essaye de chacun user de nos forces pour faire avancer la chose la plus loin possible, mais on est tout le temps dans la réflexion, on est tout le temps en train d'imaginer, là l'année dernière on est passé à telle heure. D'ailleurs dans cette première boucle, ce qui a fait un peu flancher dans un premier temps Aurélien, c'est je pense en tout cas, c'est les temps de passage. On a vu que le premier rajout nous rajoutait déjà 25 minutes, donc 25 minutes sur un rajout alors qu'il y en a un deuxième derrière. Et puis après quand on est passé, c'est à la Tower, du coup moi je suis passé en 7 heures quand l'année dernière on était passé il me semble en 5h30 ou quelque chose comme ça. En tout cas les écarts de temps étaient énormes et donc on est tout le temps en train de calculer et en train de se dire si à ce moment-là du parcours j'ai 1 heure de retard, ça signifie ça et en fait on a un éventail de compétences. Alors il n'y a pas forcément besoin d'être un ingénieur et de vraiment se poser des questions, de calculer en permanence, mais je pense que c'est une course pour qui aime résoudre un problème peut-être insoluble ou peut-être pas. En tout cas chaque instant, chaque seconde où on avance dans la course, ce problème il évolue, il est multidimensionnel et c'est à nous de nous adapter. Et c'est pour ça qu'il faut absolument déjà être à l'aise dans un environnement naturel hostile et en plus avoir des compétences qui sont autres que savoir mettre un pied devant l'autre, en sachant que le terrain il est déjà suffisamment difficile pour que ça soit pas donné à tout le monde de mettre un pied devant l'autre dans ce terrain-là. Ouais, c'est dit très difficile à courir et c'est Aurélien Sanchez qui dit que c'est même le défi ultime du randonneur. Il parle même pas de coureur et d'ailleurs lui se définit, je crois, même s'il fait du trail et de l'ultra trail, plus comme un bon randonneur qu'un ultra trailer. Sébastien, tu voulais compléter, je pense, de ce que disait Maxime. Oui, la question de Robin, elle est hyper intéressante et moi je l'ai constaté dès l'année dernière, c'est-à-dire que moi je suis un peu un ovni là-dedans, je suis pas du tout scientifique, j'analyse rien. Tu n'es qu'un prof. Voilà, je suis prof de PS qui vient un peu à poil et là en fait c'est hyper intéressant parce que je me rends compte que Maxime, Aurélien, ils sont complètement à l'opposé. Du coup, ils m'ont beaucoup aidé avec toutes leurs analyses diverses et variées. Je crois que par contre, effectivement, pour finir, il faut avoir une connaissance de la course, une analyse de la course qui soit
qui soit complètement celle d'un ingénieur qui analyse chaque donnée. Scientifique pour le coup. Et c'est ce qui m'a sans doute manqué l'année dernière. Moi, j'ai pu compenser par mon passé d'aventurier, de raid aventure. C'est uniquement ça qui m'a permis de jouer aussi loin ces 2 années-là. Mais ouais, c'est surprenant de les voir. Enfin, Maxime, c'est incroyable. Et il refait les cartes, il analyse tout. Non, mais c'est un vrai dictionnaire de la Barclay. Ça m'impressionne. On va l'entendre dans quelques instants. Laz, dans son compte-rendu à lui, qui est intéressant, s'est beaucoup moqué des coureurs de cette année et puis parlait justement de cette inutilité de vouloir absolument prendre des azimuts, à tous azimuts, là, pour reprendre l'expression. Seb, comme t'es un peu un barbare, toi, en tant que raider, est-ce que c'est ton style, du coup? Bam, on va au plus dur, tout droit dans le pentu? Alors, il faut toujours se méfier de ce que dit Laz, hein. Il y a beaucoup d'humour et j'ai bien lu son analyse d'après-course. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. La carte n'est d'aucune aide. Tu vas avoir une crête sur la carte, il y en a 10 sur le terrain. Tu as un ruisseau sur la carte d'indiquer. Il y en a 5 dans la même zone. Donc, la visée à l'azimut, elle est essentielle et elle permet de te recaler en bas à l'approche du libre ou en haut pour le trouver. Donc, il faut vraiment des qualités d'orienteur et une expérience des cartes IGN très peu détaillées pour pouvoir s'en sortir. Sinon, c'est mission impossible. Tu prends 3 livres et tu rentres. Steph, tu voulais réagir? Ouais, je reviens sur ce que pouvait être dit sur la comparaison avec l'Ultra Trail du Mont Blanc. Alors, je trouve que ce serait même vulgaire et irrespectueux pour... Juste quand même... J'ai pas fait vraiment de comparaison, c'était juste pour que les gens puissent se rendre compte des différences en termes de finir l'UTMB et la Barclay. Loin de moi l'idée de comparer les deux. Nico, t'as dit que le jour où Vincent Bouillard viendrait, il terminerait en 30 heures la Barclay. Enfin, voilà. Mais je l'ai pas dit ici. Voilà, mais... Entre nous, ça. Je voudrais quand même dire que, justement, l'Ultra Trail du Mont Blanc ou toutes ces courses classiques ne jouent sur un seul et unique aspect. C'est-à-dire, on fait tout pour anesthésier toutes les parts d'incertitude pour ne pouvoir faire la part belle qu'à celui qui est capable de courir plus vite que les autres. Là, au contraire, et Maxime a tout à fait été juste là-dessus, de dire, attention, là, on remet les 5 sens en éveil, on remet la compréhension autre que simplement la capacité de courir vite, et quelque part, Laz a envie de faire revivre l'état sauvage d'un être humain qui se retrouve face à une situation sans assistance aucune que ces 5 sens. Et ça, c'est quelque chose qui me donne vraiment... qui me réjouit, moi, quelque part, qui puisse en plus faire la part belle à ça. Et encore une fois, venir sur la Barclay avec la ferme intention de vouloir courir vite, est-ce que finalement, cette nouvelle règle ne va pas refaire la part belle à cette grande part d'incertitude où les gens, comme Seb et Maxime le disent, nous on est arrivés cette année avec des fermes intentions, mais des fermes intentions peut-être d'une forme de performance. Et encore une fois, Laz, il leur a dit, attendez, moi je suis pas là pour avoir affaire à des gens peut-être qui viennent pour une performance, je suis peut-être là pour des gens qui font un cheminement de quelques années, voire 10 ans de préparation, de travail, où finalement nuit et jour et chaque année, les gens ne s'orientent que vers ça, une histoire peut-être incroyable, pour peut-être sortir que dans 7 ou 8 ans, le futur finisseur de la Barclay, et que là, on va peut-être vivre 5-6 ans sans finisseur, mais que celui qui sera finisseur dans 5-6 ans, il est seulement en train de se mettre la petite graine dans la tête, et que ça se fera pas en 5 minutes, ça se fera pas comme une compétition, comme parmi tant d'autres, avec plusieurs compétitions dans la saison, et on repart dans un cycle où quelqu'un d'extraordinaire va pouvoir surgir, qui a mis en éveil ses 5 sens. Seb? Oui, clairement, tu as raison, Stéphane. Je crois que moi, je la suis vraiment précisément depuis 5-6 ans et j'avais vraiment cette idée en tête que j'avais le potentiel d'être finisher. Je reviens de cette édition en me disant, j'irai plus jamais là-bas si j'ai la chance, en me disant, je peux être finisher. Parce que ça dépend tellement de Karl et Laz. En fait, c'est pas, voilà, c'est pas. J'irai en faisant le mieux possible et on verra bien si une fenêtre s'ouvre, si leur volonté aussi c'est que quelqu'un finisse. Malgré tout, je pense qu'il faudrait réduire un petit peu la difficulté et que le jeu dure quand même un peu plus longtemps.
Parce que là, John Kelly en 40 heures pour 3 tours, on est très très loin d'entamer un 4e et encore moins d'entamer un 5e. Il faut quand même que le jeu soit le plus compliqué possible, mais qu'il est quand même, qu'on y croit quand même un tout petit peu. Rémi, on avait cette discussion-là, je pense, même avant la course ou pendant, je sais pas. Toi, tu te disais convaincu que aujourd'hui, on est de nouveau. Enfin, Laz a remis la notion d'impossibilité dans son jeu, mais qu'elle a toujours été là, cette impossibilité-là, et que finalement, les athlètes ont toujours fini par rendre cette impossibilité possible. Et tu crois, toi aussi, que c'est ce qui va se passer dans l'avenir, peut-être pas tout de suite. Et ouais, je rejoindrai assez ce qu'a dit Stéphane. En fait, c'est un peu sur plusieurs années. Alors, c'est vrai que quand j'écoute Sébastien ou Maxime et voir le compte rendu de John aussi, en l'ayant lu, on sent quand même qu'il a tellement monté la difficulté, augmenté, qu'on arrive dans le domaine vraiment de l'impossible, quoi. Et on a l'impression, en les écoutant, ceux qui ont été pas loin des 5 tours l'année dernière ou des 5 tours qu'ils ont fait, que finalement, on a peut-être passé le cap. Alors c'est dur à dire parce que Laz a toujours fonctionné comme ça au fil des ans. Il y a eu des périodes qui ont duré très longtemps où il n'y avait pas de finisseurs. Mais est-ce qu'il n'y avait pas les finisseurs à cette époque-là? Tu sais, moi je parle il y a 10 ans, parce que il n'y avait pas encore, ils n'étaient pas aussi bien préparés, ou je sais pas, ça a évolué aussi, la connaissance du parc, la préparation des gars et tout, ou est-ce que c'est parce que c'était trop dur à l'époque et les gens se sont adaptés petit à petit? C'est difficile à dire, parce que là, si on écoute maintenant là à chaud, on a vraiment l'impression que c'est pas faisable, quoi. Que dans 10 ans, s'il y a toujours le même tour tel qu'il est là, personne pourra le finir. Donc, on pourra finir la marquée. Donc voilà, la question est en suspens, quoi. C'est difficile d'avoir une réponse sur ça. John Kelly a quand même réussi à faire une fun run dans cette nouveauté-là. Donc, il est quand même probable que, admettons que le sentier rien ne change l'année prochaine, il aura une connaissance qui lui permettra de pousser un peu encore ses limites pour faire ce que disait Steph. Exactement ça. On peut imaginer rentrer dans un 4e, mais Sébastien disait que ça serait très très dur là, à l'instant. Et pourtant, quand tu es de l'extérieur, tu te dis, s'il n'a pas fait 2 heures comme disait Maxime, 2 heures sur un livre ou 1h30 à chercher un livre, s'il connaît déjà le livre maintenant, on fait les positions, est-ce qu'il va pas passer les 36, arriver de projet 36? Voilà, c'est la question, quoi. Là, oui, en fait, cette année, il fallait un gars du niveau physique d'un Kylian Jornet, d'un Mathieu Blanchard, capable d'orienter comme un Max ou un Aurel, du beau temps et très à l'aise sur des terrains dégueulasses en montée et en descente. Ça fait énormément de conditions, je trouve, pour qu'on ait un éventuel potentiel finisher avec ce parcours-là. C'est aujourd'hui, en 2025, le mouton à 5 pattes. Ouais, à 8 pattes. À 8 pattes. Il se fait beaucoup de pattes, là. Ça devient un mouton aux 1000 pattes. Steph. Ouais, est-ce que finalement, c'est pas moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle quand même, parce que, est-ce que là, Il est content, lui. Non, mais l'engouement autour de la Barclay, médiatique, je n'ose. On va revenir sur l'engouement médiatique. Je n'ose imaginer le nombre de lettres qu'il a dû recevoir quand on voit que c'était possible de se terminer, que l'expérience était maintenant de finir, c'était de savoir est-ce que je faisais partie du paquet qui finissait. Maintenant, je vais clairement vivre une expérience. Seb, Max et Julien l'ont clairement dit. Ils ont dit, moi, si je dois y retourner, notamment Seb, ce sera pour vivre l'expérience plutôt que de vouloir être à tout prix finisseur, comme j'ai vu que le trou de souris était peut-être. Alors, je pense pas non plus que cette année, c'était une génération de sacrifiés pour peut-être un peu calmer les ardeurs sur la facilité de la Barclay. Je pense plutôt que il a voulu clairement remettre un petit peu l'ADN profond de la Barclay. Donc, tous les coureurs qui vont y aller, peut-être que ça va en calmer certains de dire, si c'est pas possible de le finir, je n'irai pas. Mais peut-être que si je veux vraiment vivre l'expérience, donc il y aura moins de lettres, moins de gens au départ, et peut-être que ça fait repartir vers un cycle de personnes un peu différentes. Et ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour la Barclay, moi. Désolé les Julien, gars, puis Max, puis désolé les gars qui en ont souffert cette année, mais je trouve que c'est une excellente nouvelle. Pardon les gars.
Mais d'ailleurs, Laz disait que il trouvait que il y avait plusieurs athlètes qui aujourd'hui, enfin, mais c'est pareil, je pense qu'il en jouait un peu, mais ils étaient arrivés un peu la fleur au fusil alors qu'ils n'avaient pas forcément les armes pour ça. Julien. Oui, bah alors, moi je voudrais juste effectivement rebondir sur la difficulté de cette année, donc j'ai pas de comparaison. Néanmoins, John Kelly aurait quand même glissé à Laz It's doable. Donc effectivement, alors, on n'est pas John Kelly qui veut, hein, on est d'accord. Mais donc voilà, donc ça serait un nouveau challenge. Maintenant, peut-être avec un peu plus de préparation, ça pourrait le faire. On verra. Je pense que c'est très loin de mes attentes à moi en tout cas, où je visais vraiment une fun run pour le coup. Donc ça c'est un peu la première partie. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'objectif de la Barclay effectivement, c'est de tendre vers l'impossible, mais de laisser en fait une petite fenêtre au possible. Alors comme le disait Sébastien tout à l'heure, voilà, il faut que vraiment tous les critères soient alignés dans le monde, dans un monde parfait peut-être pour que ça arrive. Mais voilà, peut-être que cette année c'est aussi un petit peu un étalonnage pour voir. Voilà, l'objectif c'est de vraiment laisser cette course aux limites. Et parfois, il faut tâtonner effectivement. On a peut-être été les cobayes cette année de ce tâtonnage-là. Et en tout cas, c'était avec grand plaisir que moi j'ai pu faire le voyage de ce tour qui était quand même assez sympa. Voilà. Je vais revenir avec cette notion de cobaye avec Max, mais Rémi voulait peut-être finir sur la difficulté, parce qu'on va pas parler de peut-être toute l'émission de ça, mais c'est vrai que l'an dernier, on oublie quand même que le premier, comment c'est son nom, l'Ukrainien, Ihor Viris. Voilà, ouais. Il est quand même allé très vite, parce qu'on parle de John qui avait fini l'an dernier. Je crois qu'il avait mis 57, c'est ça, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Non, combien 58-45. Il était à 1h45, quelque chose comme ça, de 1h30 de la barrière horaire. Donc, il avait une pseudo-petite marge pour pouvoir entamer un 6e tour, tu vois. Donc, peut-être qu'il s'est dit, avec 1h30, tu vois, Laz ou Karl ont dû se dire, 1h30 sur les 60 heures, on doit durcir plus pour avoir, tu vois, potentiellement... il n'est pas revenu, hein, mais... tu vois, peut-être que c'est ça qui a fait réfléchir, parce qu'il s'est dit, on n'était pas comme souvent, tu sais, à 59h50, 59h40, plus proche des 60 heures. Peut-être que ça a joué aussi, je sais pas, dans quand ils se sont dit, on va vraiment durcir cette fois-ci, tu vois, pour qu'il n'y ait vraiment pas de marge de possibilité de manœuvre. Je sais pas, je dis ça, voilà, c'était peut-être une solution. Maxime, puis on écoute Aurélien Sanchez. Ouais, non, sur ce que tu dis, Rémi, en fait, je suis d'accord avec toi. Il y avait effectivement une marge peut-être un peu trop importante par rapport à ce que eux avaient comme vision de la course. Après, quand tu passes d'un Ihor ou d'un Aurélien qui font la Barclay en 58h30, 58h45, et puis finalement, du coup, l'année d'après, c'est 1h30 par boucle, enfin 1h ou 1h30 par boucle en plus, on est quand même volontairement sur quelque chose de très dur. Et puis pour revenir un petit peu sur ce que Julien disait, John, il a dit it's doable, mais il a d'abord dit si jamais je ne fais pas d'erreur, que je suis très bien entraîné, que je n'ai aucun problème d'alimentation, que je ne dors pas, que je suis dans la forme de ma vie, alors peut-être c'est possible. Donc du coup, c'est pas exactement ça. Et de la même manière, Aurélien, qu'on va effectivement écouter maintenant, il a dit là où le challenge est hyper intéressant, c'est que Aurélien, il sait très bien que la course de l'année dernière, il aurait pu la terminer. L'année dernière, il n'avait pas le mood qui allait bien pour terminer, mais la course de l'année d'avant qu'il avait fini, elle était un petit peu dans le même état d'esprit. Là, ça titille Aurélien, ça titille John, des mecs incroyables qui ont fini cette course incroyable et qui se disent, est-ce que c'est vraiment possible? Et c'est ça, en fait, le fil de la Barclay, et tu l'as très bien dit avec des mots très justes, Rémi, sur ton analyse post-course, c'est le sel de la Barclay, c'est est-ce que c'est vraiment possible? Et c'est là où on va se pousser à aller plus loin, à aller plus vite, parce que cette année, on est clairement allé plus vite. Et quand tu vois qu'on va plus vite et qu'on met plus de temps, effectivement, ça donne raison à Laz sur le fait que la boucle était bien plus courte. La bande AD+, le talk show du trail et de l'ultra trail. Aurélien, qui aurait dû être avec nous ce soir, et puis il a eu un petit coup au moral. On va pas se mentir, il a eu du mal avec cet échec cuisant pour lui, hein, ancien finisseur. C'est dur d'en subir 2 dans la foulée, de s'arrêter après un tour. Mais
on aurait fait l'émission dans une semaine, il serait venu. Et il a quand même eu la gentillesse de nous faire un petit vocal pour l'émission. Je vous laisse l'écouter. Il revient évidemment sur sa Barclay, entre guillemets, non, pas entre guillemets, sa Barclay ratée. Moi, la Barclay cette année, c'était exceptionnel encore de vivre ça avec les copains, ce moment de partage avec Max, avec Sébastien, avec Lies, avec toute la communauté. C'était vraiment encore une fois trop bien. Il y a Lucille, ma copine, qui est venue pour la première fois et elle a adoré aussi. Donc avant tout, c'est vraiment une belle communauté et un moment de partage tous ensemble. Et ça, c'est ce que j'en retiens principalement. D'un point de vue personnel, très 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 déçu. En fait, j'ai fait des erreurs de gestion sur cette course qui m'a surprise. Je pensais avoir été prêt à faire une bonne prépa pour la course que je connaissais, mais j'étais prêt pour la Barclay 2023 et 2024 et pas pour la Barclay 2025. Et quand j'ai vu les changements, ça m'a directement bouleversé. Et du coup, j'ai tenté coûte que coûte d'avoir un rythme de finisseur sur la première boucle. Mais me concernant, il faisait un peu trop chaud. J'ai eu pas mal de soucis à cause de la chaleur, qui était relative. Tout le monde n'a pas souffert de ça, mais moi j'y suis un peu sensible. Et du coup, à partir de la moitié de la boucle, 4-5 heures de course, j'ai commencé à ressentir un énorme coup de fatigue, des crampes énormes. Donc une mauvaise gestion de ma part sur les électrolytes, sur l'hydratation. Donc ça, il va falloir que j'apprenne et que je prenne du recul sur ça pour faire les choses de mieux sur mes prochains ultras. Donc une grosse frustration parce que du coup j'ai eu des crampes comme j'ai jamais vécu dans ma vie, vraiment partout, que ce soit les pieds, les jambes, les bras, même à la mâchoire, ce que j'avais jamais vécu jusqu'à présent. Donc je commençais à m'allonger sur le sentier toutes les 5 minutes, j'en pouvais plus, j'ai failli abandonner avant la fin de la première boucle. Donc j'étais content de finir cette première boucle malgré tout, mais une grosse déception d'être le seul à pas avoir pu repartir sur une deuxième. Mais par contre, aucun regret. J'ai vraiment tout donné. Je suis allé au plus profond de moi-même, ça c'est certain. Et ce que j'en tire, c'est que la Barclay de cette année, elle était plus forte. Donc d'un point de vue personnel, je suis déçu. Mais d'un point de vue général, je suis assez satisfait parce que la Barclay a gagné. Elle est vraiment redevenue le mythe qu'elle était, c'est-à-dire celle qu'on dit impossible. Et c'est ça qui me plaît parce que en 94, quand la Barclay existait et personne ne l'avait fini, ça faisait 10 ans qu'on disait qu'elle était impossible et pourtant Mark Williams est arrivé et il a montré qu'on pouvait la finir. Donc aujourd'hui on en est revenu vraiment aux origines de cette course. Tout le monde dit qu'elle est impossible à l'heure actuelle comme elle l'est et c'est ça qui est chouette, c'est une grosse inconnue. Donc moi je suis assez content qu'elle soit revenue comme ça parce que je pense que l'avoir sous-estimée cette année. Je pensais avoir la recette. Du coup, je pensais juste exécuter la recette et potentiellement la finir. Non, ça se passe pas comme ça. Maintenant, il va falloir tout réinventer. Il va falloir, pour ceux qui veulent la finir, revoir la prépa, revoir un peu toutes les choses, analyser le parcours, analyser les changements et est-ce qu'elle est possible ou pas. Ça, c'est une grosse question. Je pense qu'elle est vraiment proche de l'impossible, en effet. Je pense qu'ils sont allés assez loin. Mais c'est ça qui caractérise cette course, donc moi ça me convient énormément, même si forcément le résultat du coup pour tout le monde est très décevant, mais c'est pas ça la finalité. Je vais essayer de prendre du recul sur ça me concernant et ça ira. C'est incroyable parce qu'il n'est pas avec nous, mais il a réussi à faire la synthèse de tout ce qu'on venait de dire en 1 heure. Un tout petit mot, Seb, sur cette histoire de crampes. Parce que Aurélien a été à cramper très vite, mais toi aussi, tu as subi les crampes, peut-être comme jamais. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau là-bas aux États-Unis, elle est pas du tout minéralisée comme chez nous, donc il y a un déficit au départ. Ça fait 2 ans qu'il fait chaud et c'est pas la coutume là-bas. Je suis comme Aurélien, moi je souffre énormément quand il fait chaud, mais c'est plutôt une baisse de régime, j'ai jamais de crampes. Et comme l'a très justement dit Maxime, on est parti vite parce qu'on était toujours dans l'état d'esprit de finir. Et j'ai dû pousser 1 heure ou 2 un peu trop rapidement pour suivre Max et John qui avaient un rythme vraiment, vraiment fort au début. Et j'ai fait les mêmes erreurs qu'Aurel. Je me suis certainement pas assez hydraté à ce moment-là. Et je l'ai payé cher. Je l'ai payé, j'ai l'impression un peu moins qu'Aurel, mais j'ai eu des crampes sur le dernier tiers de la première boucle et sur le premier tiers de la seconde.
à être obligé de s'arrêter parce que quand tu as des crampes sur un sentier, c'est encore jouable. Le problème, c'est que le terrain est tellement instable que tu te récupères en permanence. C'est dans ces moments-là que les crampes se déclenchent et t'as pas d'autre solution que de t'arrêter tous les 10 mètres. Et donc c'est voilà, c'est vraiment une particularité de cette forêt. Il faut se bourrer d'électrolytes, il faut boire. Mais c'est souvent trop tard quand les premiers symptômes arrivent. Julien? Bah moi, je vais aller complètement dans le sens de Sébastien. Moi, j'ai crampé au livre 4 directement au bout de peut-être 2h30, quelque chose comme ça. Alors, erreur de débutant aussi, problème d'électrolyte, etc. Bon, on tient jusqu'à la fin et j'ai vu que c'était globalement, beaucoup de personnes avaient eu des problèmes de crampes. Et comme tu dis très justement, Sébastien, je pense qu'aussi il y a le côté, on n'est pas habitué à avoir ce terrain-là sous les pieds. Qui change complètement la proprioception, le travail des jambes. Et je pense que, en tout cas pour moi, je me suis fait bien avoir, en tout cas sur cette partie-là, dès le début de la course, qui a failli me causer, pareil, un abandon au milieu de la première loupe. Donc vraiment quelque chose à travailler. C'est vraiment quelque chose d'important et je pense qu'on se prépare pas à ça, en tout cas. Maxime Godin, tu voulais parler des crampes toi aussi? Ouais, alors plus généralement de ce qu'on vit à la Barclay, je pense que là, il y a un côté aussi émotionnel très fort que peut-être on retrouve sur des départs de course ou d'ultra trail, pour parler des ultra trail un peu classiques, où effectivement tout le monde a tendance à partir un peu fort avec le souffle un peu court, où on se dit on va prendre telle et telle allure, et puis avec l'euphorie on part un peu plus vite. Là quand même le jeu, encore une fois, il y a le mindset que tu as quand tu reçois ta carte et que tu te rends compte que les règles du jeu elles ont changé par rapport à ce à quoi tu t'attendais, et je pense que ça joue aussi énormément. Je suis pas sûr qu'il y ait que des histoires d'électrolytes. Je pense qu'il y a vraiment cette pression qu'on ressent au départ de cette course, de se dire voilà, j'ai pas le droit à l'erreur, il faut finalement que j'aille plus vite qu'à l'entraînement. C'est des allures qu'on maîtrise. Avec Seb, pour le coup, on a quand même pas mal l'habitude du hors-sentier et des terrains instables. Seb, sur des raids multi, il fait ça sur des jours et des jours, en changeant en plus de discipline, etc. Mais sur la Barclay, effectivement, déjà, on est toujours sur des pentes de plus en plus raides. Plus la course avance et plus on a l'impression que le mur se dresse devant nous. Et avec cette pression du cut-off, moi, je suis convaincu qu'il y a un truc mental et émotionnel et qui est pas que physique, en tout cas sur ces histoires de crampes. Rémi, je voudrais qu'on parle quelques instants, je pige dans les propos d'Aurélien, sur la communauté. Cette année, il y a eu comme un espèce de village dans le camping avec les Français. Il y avait pas mal de Français, vous étiez 6, puis il y avait des francophones, parce que Aurélien parle de l'IS, c'est votre ami l'IS Maclouf, c'est ça, 2 fois vainqueur de la Chartreuse Bacard, je crois, qui a lui aussi évidemment abandonné, et puis il y avait Raphaël Daco, un Belge, etc. Bref, la communauté, toi, comment tu l'as vécu? Alors pour le coup, tu as passé du temps en camping, donc qu'est-ce que ça a de particulier par rapport à n'importe quel autre événement où y a, le sentiment de communauté peut être là aussi, quoi. Oui, alors dans ta question, il y a deux questions en fait. Bien sûr. Deux points. C'est déjà au campement, il y a une ambiance très particulière et très difficile à expliquer peut-être de l'extérieur. C'est une ambiance très très cosy, très calme et à la fois très très familiale. Et puis il y a le côté français. Alors ça a pas mal évolué par rapport à moi, à ma vision, mon expérience des choses, parce que là, de plus en plus aime bien les Français. Alors il est venu souvent en France pour X raisons, et c'est vrai qu'il a toujours cet attachement à la France. Donc il en fait venir pas mal chaque année depuis quelque temps. Un pourcentage assez énorme par rapport aux 40 qui sont inscrits, et dans les 40 il y a 20 américains, donc ça fait que 20 hors qui pourraient potentiellement être des Français, donc ça fait 5 ou 6 sur 20, c'est quand même pas mal. Donc maintenant il y a ce petit côté, il y en a qui se réunissent dans le campement même, tu vois, les Français, cette année, Seb et Max sont là pour le dire, mais c'est vrai qu'il y a un groupement avec là il y avait Guillaume Calmette et son frère Thomas, avec Seb, pas loin,
Max pas très loin. Guillaume Telmet qui est une des grandes personnalités françaises de la Barclay aussi comme toi. Hein. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je voulais en parler parce que c'est là, alors je vais dériver par rapport à ce que tu m'as dit, mais c'est là où, quand même où tu te dis qu'elle est à part cette épreuve parce que ça accapare des gens. Tu vois, Guillaume, c'est vraiment quelqu'un qui connaît le parc et la Barclay sur le bout des doigts. Pour moi, c'est lui qui peut-être connaît le mieux. On a l'impression qu'il a passé pas sa vie, mais une partie de sa vie à penser qu'à ça, quoi. C'est comme si c'était un truc qui te suit, mais beaucoup plus qu'une autre course Fasciné. pourrait te suivre, quoi. C'était, tu vas faire, alors on va parler du TMB, on va prendre un autre exemple, mais le arrêt de la Réunion, tu vas te préparer, tu vas dire j'y pense et tout, tu vois. Mais là, ça va plus loin que ça, quoi. C'est quelque chose qui t'obsède et qui t'obsède une partie de ta vie. Et c'est quand même assez hallucinant de pouvoir se dire ça, quoi, sur une seule épreuve. Ça va plus loin. Enfin, moi, je le vois comme ça, plus loin que de la simple course à pied, quoi. C'est quelque chose de fascinant de pouvoir vivre ça. Tu vois, et c'est cette notion-là qui, moi, m'attire et me plaît énormément parce que ça veut dire aussi que tu vas pouvoir vivre, alors, de l'intérieur quand tu as la chance de la faire et de l'extérieur quand tu peux venir pour le voir, tu vas pouvoir ressentir des émotions et vivre des aventures que peut-être tu as pas forcément sur d'autres épreuves, quelles qu'elles soient. C'est vrai qu'en ultra, tu peux avoir des choses comme ça. Mais franchement, il y a des images qui me reviennent, c'est des petites histoires qui sont passées à la Barclay. Vraiment, j'ai l'impression que ça se vit que là, tu sais. Et puis, Laz aime tellement qu'on en arrive là, tu sais, que je sais pas, quand tu arrives de la Barclay, je sais pas du coq à l'âne, mais quand tu arrives sur la barrière, tu sais, il aime bien faire asseoir la personne qui puisse avoir le temps de discuter avec elle, de savoir comment ça s'est passé. Il y a un échange qui est assez simple, mais à la fois très intense. Et à notre époque, dans quel trail tu peux avoir ça, tu vois? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde, hein, mais tu prends le temps de discuter, de faire le point, de dire comment t'as trouvé, comment ça s'est passé. Et à chaque fois, il prend le temps de le faire, tu sais. Et ça amène une autre dimension à cette épreuve. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Tu peux le faire, tu peux potentiellement le faire, mais comme c'est nulle part ailleurs, et ben ça prend une dimension extraordinaire, quoi. On va y revenir dans quelques instants. Comme c'est le maître du jeu, il pourrait aussi, dans ses règles, être au-dessus de tout et ne pas être en communication avec vous. Or, il est la communauté. Il est au cœur de cette communauté-là. Max? Ouais, bah t'es pas mal aussi, Rémi, côté obsession de la Barclay et personnification. J'ai l'impression que oui, c'est ça. Parce que il y a Guillaume et puis après il y a Rémi, quoi. C'est ça, ouais. En tant que coureur et puis maintenant en tant que média. Et alors du coup, sur la communauté, les Français, on est effectivement une petite communauté dans la communauté de la Barclay, mais je pense qu'ils nous adorent parce que on est hyper impliqués, on est hyper investis. Alors j'aurais bien aimé avoir Claire avec nous pour un peu lui poser des questions, la titiller un peu sur sa prépa, parce que j'ai un peu l'impression que Claire, comme tu l'as dit Rémi tout à l'heure dans la présentation, elle a un peu foiré sa prépa, elle a un petit peu soit sous-estimé la course, soit en tout cas elle a pas fait le taf sur le volet navigation et tout ça. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que sur la sélection de qui est au camp, il y a quelque chose de très savamment dosé. Il n'y a pas que les coureurs, il y a aussi les crews, les assistants qui sont des personnes incroyables, formidables, avec qui on vit des choses géniales. Il y a les journalistes, les médias, qui sont aussi pour la plupart des gens géniaux. Rémi qui était là pour couvrir l'événement cette année, Fabien qui a couvert l'événement pendant des années aussi pour le côté francophone, mais pas que sur le côté francophone. Il y a aussi des gens vraiment top. Et puis le petit staff de la course, ils sont pas très nombreux autour de la course, mais en fait c'est cette fusion, cette atmosphère très particulière de la centaine de personnes qui se trouvent sur le camp qui fait cette communauté très particulière. En plus, il n'y a pas de réseau téléphonique, donc effectivement on est sur un grand terrain de camping tous ensemble. Finalement, peu importe notre rôle dans la pièce de théâtre, on est tous là pour écrire l'histoire de la Barclay, l'acte peut-être plutôt que l'histoire. Chaque année, on écrit un acte de cette pièce de théâtre qui est la Barclay, et en fait, ça fait une fusion unique effectivement. Et pour ça, Laz est très très fort parce que sur le concept des backyards, on a aussi un petit peu cette chose-là. Alors, je suis un peu moins fan des backyards qui se passent à 250 personnes parce que je pense que sur des formats comme ça, c'est peut-être plus difficile d'échanger entre participants. Mais en tout cas, sur des backyards confidentiels à 100 personnes ou je dis confidentiel, on reste quand même sur des jauges qui sont très fines. Là, on a du dépassement de soi, on a des histoires où on va vraiment à la fois dans l'intellect, mais aussi dans la personnalité de chaque individu.
individu, en tant que coureur, en tant que athlète et aussi en tant qu'être humain. Donc c'est ça qui fait la Barclay et puis voilà, on est là-bas en tant qu'être humain et pas que en tant que coureur. Julien, est-ce que tu t'es senti accepté immédiatement en tant que néo coureur de la Barclay? C'est ce qui est assez incroyable, effectivement, quand on arrive. Voilà, en plus, on croise des légendes, des personnes tout simplement qu'on suivait par ailleurs, que ce soit sur la Barclay ou sur d'autres courses. Donc c'est assez intimidant au début, mais en fait, voilà, tout le monde, on a l'impression qu'en fait, on connaît les personnes depuis 30 secondes, mais que ça fait voilà, que ça fait déjà des jours qu'on discute avec elles. Donc non, c'est vraiment l'ambiance est assez incroyable. Et je rejoins Rémi, c'est assez difficile d'expliquer, de décrire un peu cette ambiance-là, voilà, cette atmosphère qui est juste incroyable, où tout le monde est là pour s'entraider. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, c'est ce que je venais chercher, et je reviens avec voilà encore plus que ce que je m'attendais. Donc c'est vraiment incroyable. Robin, toi, le côté un peu cloîtré comme ça, avec un tout petit nombre de participants, et puis au final, quasiment peut-être un peu plus du double, on double tout, donc on a à peu près une centaine de personnes sur le campement. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, et quelque chose que tu affectionnes. Tu parles souvent du côté dans le temps, comme t'aimais, etc. Est-ce que ça te parle? Ouais, mais je dis ça parce que je suis un vieux con, quoi. Mais oui, il y a ce côté contre-pied, finalement, tu sens qu'en fait là, alors je pense pas que ça soit intentionnel. Enfin, il est comme ça. Peut-être qu'on me contredira, mais en fait l'épreuve est tellement ancienne que finalement il a simplement continué en fait sur sa ligne de conduite. Mais en fait l'écart se creuse tellement avec le reste du monde du trail que finalement ça prend des proportions totalement délirantes, quoi. Effectivement, avec très peu de participants, un prix d'inscription. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 8 fois le tour de la Terre en 4 mois pour pouvoir y prétendre, quoi. Donc, on est vraiment sur un concept très, 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 très différent. Moi, je dirais que si on peut, je crois qu'il y a un volet média qui va venir un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est à la fois génial d'avoir très peu d'infos, très frustrant, mais on se rend compte quand même aussi depuis, je dirais peut-être 2-3 ans, en fait à partir du moment où il y a eu des finisseurs, les gens et peut-être les médias se sont emparés du phénomène, et parfois peut-être des médias très grand public. Et ce qui donne en fait, je trouve, des décalages absolument saisissants entre ce qui est réellement la Barclay, et je pense, et encore je l'ai jamais vécu en étant sur place, et puis des articles dans des médias très très mainstream qui vont en parler, avec finalement, bon après c'est Internet, hein, la joie d'Internet, mais des flopées de commentaires qui vont parler de quelque chose finalement qu'ils ne connaissent pas. Alors c'est peut-être très comment dire, présomptueux de dire ça, mais effectivement j'ai l'impression que de temps en temps la Barclay pourrait perdre un peu de sa saveur à être trop médiatisée, et j'ai l'impression, peut-être que encore une fois on me contredira ou pas, mais que peut-être le durcissement de l'épreuve cette année est un durcissement finalement physique, évidemment, en tout cas en termes de finisseurs, et du coup c'est comme si hop, il réduit un peu comment dire, l'attention médiatique. Peut-être qu'il va laisser passer comme ça quelques années avec une épreuve très difficile où il y aura quasiment personne il y aura personne qui pourra terminer, et finalement le soufflet médiatique va retomber, parce que c'est vrai que voilà, j'ai un petit peu de mal avec parfois ce qu'on peut lire. Ne parlons pas des infos confidentielles qui ont été divulguées ici et là, mais pas ici. Pas ici, évidemment, mais on a pu voir des choses un peu délirantes, donc voilà. Je voulais parler des personnages de Laz et de Karl, mais c'est pas grave, allons-y sur la médiatisation, c'est important, parce que je pense que ça fait partie aussi du jeu, du grand jeu dont on parle depuis tout à l'heure. Comme média, Distance Plus s'inscrit dans ce jeu. C'est hyper important que les choses soient claires de ce point de vue-là, c'est-à-dire que si demain les organisateurs de l'UTMB, pour reprendre l'UTMB, nous disent vous parlez pas de la course pendant la course, c'est non. Ça marche pas. Tous les événements que l'on va couvrir, c'est logique de les couvrir à notre façon, mais
au moment où les choses se passent. Il se trouve que dans les règles de la Barclay, il y a la confidentialité. Ça fait partie intégrante de cette aventure-là. Et donc, quand il y a un des personnages du jeu, c'est Kid Dunn, c'est le communicant officiel, le seul qui a le droit de parler de la course pendant la course, et encore, pendant la moitié de la course, il dit un peu, pas n'importe quoi, mais il est très très nébuleux dans sa façon de divulguer les informations, ça fait partie ça aussi du jeu, et les médias ne peuvent, même s'ils ont des informations, c'était le cas de Distance Plus, évidemment, j'étais en lien avec Rémi, qui me donnait des informations, mais moi, il y avait un engagement tacite à respecter les règles du jeu. Distance Plus ne parlerait pas de la Barclay, du moins ne parlerait pas des informations qui se jouent en temps réel, mis à part ce qui est transmis par Kid Dunn. En fait, d'une certaine manière, comme média, on a embrassé les règles du jeu et on les a respectées. Et à côté de ça, on a une énorme frustration. Là, je pars sur le volet un peu plus opinion, ce qui est pas mon habitude, mais effectivement, il y a tout un tas de médias qui, pour le coup, arrivent à glaner soit des informations, soit n'importe quoi, et les publier en nourrissant leurs abonnés, et bénéficient de la popularité de la Barclay. Puisqu'ils communiquent dessus, à faire des posts toutes les 2 minutes, avec le moindre information, qui ne sont évidemment pas vérifiées, qui sont sur le coup de la rumeur, c'est anti-journalistique. Voilà, on l'a énervé, Nico. Ouais, c'est ça. Il fallait pas que. Non, c'est ça. Mais c'est que, pour revenir à ce que tu disais, je trouve que c'est rigolo aussi de jouer ce jeu-là, à un moment donné, de trouver une façon de raconter la Barclay avec les règles du jeu. C'est ce qu'on est en train de faire. On fait un épisode de la bande AD+, après, on diffuse les vidéos, les photos et les vocaux de Rémi après. On construit quelque chose et c'est différent. C'est différent de tous les autres événements où il faut être sur place, maintenant, quasiment avant la nouvelle, être le premier à filmer celui qui va arriver sur la ligne d'arrivée, puis l'envoyer sur Internet pour avoir le plus de likes. Voilà, j'ai passé le côté édito. Nico, c'est pas rigolo. Moi, je trouve pas ça rigolo du tout. Bien au contraire, je trouve ça très respectueux. Je sais pas, moi. Alors, je suis aussi un vieux con, comme Robin, mais le cadeau de Noël, quand on en a qu'un ou deux par an, il a une autre saveur que quand on en a un tous les week-ends. Donc, que d'avoir des informations pendant toute la course et d'avoir cette attente, permettez-moi de vous dire que ce serait quand même très frustrant qu'à part Kate qui donne l'info que oui, le départ va avoir lieu à 10h47 et puis on n'attend rien et puis on est qu'à la fin du premier tour qu'on ait l'information. On est là pendu sur son truc. C'est un vrai cadeau. On n'est pas abreuvé en permanence. Presque c'est l'information qui vient à nous. On doit aller quelque part la chercher. Et j'irais même jusqu'à dire que finalement tous ces médias qui font n'importe quoi, j'irais même jusqu'à dire que tout ce qui pourrait déplaire de la Barclay, finalement ils en font une vraie force. Je pense que ça ne doit pas être marrant d'être là, Zécarl, d'avoir vraiment tenir cette carapace quelque part, mais que quelque part aller chercher, on aurait envie d'expliquer la Barclay, non, allez chercher les informations si vous voulez la comprendre. Karl et Laz, ils n'ont pas envie de se battre pour expliquer à tout le monde. Non, si vous voulez comprendre la Barclay, vous êtes obligé de vous y intéresser, sinon vous l'aimez pas. Et finalement, je pense que moins il y a de gens qui aiment la Barclay, plus elle est belle quelque part. Et ils n'ont pas envie de plaire, Karl et Laz. Et donc, ils ont imposé cette règle qui, pour ceux qui rentrent dans ce jeu-là, elle est merveilleuse et il faut surtout pas qu'elle change. Et que pour les autres qui la comprennent pas, c'est que vous n'avez pas le niveau de comprendre la Barclay. Tant pis pour vous, restez des ignorants et c'est pas bien grave. Rémi, comment tu as vécu ça, toi? Alors, quand tu es dans la course, c'est différent, mais quand tu es en observateur comme depuis 2 ans et cette année pour Distance Plus, de ne pas pouvoir communiquer alors que c'est ton métier. Ouais, c'est un peu frustrant. Alors, connaissant très bien Laz, je lui avais même parlé de ça quand il est venu à Toulouse. C'est un des sujets que j'avais abordé parce que l'an dernier, pareil, on avait le droit de rien dire. Et donc, il y a Kate qui donnait des infos. Et très au début, pendant le premier tour, c'est toujours très olé, très rigolo. Et puis après, quand le deuxième commence, il commence à donner les noms. Et bon, je me suis dit, puisque qui donne les noms, moi, quand Guillaume a fait ce troisième tour un peu historique, quand il est allé rechercher sa page, voilà, je me suis dit c'est bon quoi. On est arrivé au bout du truc de plus pouvoir dire que, du silence imposé. Donc j'avais posté un truc sur Guillaume, je me rappelle.
Et après coup, là, ça m'avait quand même, tu sais, mais la semaine d'après, il m'avait dit, ah Rémi, t'as posté un truc. Et je lui dis, ah ben ouais, pour moi c'était comme Kiss, comme donner les noms et tout. Pour moi, c'était logique de, tu vois, il m'a fait comprendre qu'il fallait vraiment rien donner jusqu'à la fin. Donc cette année, je me suis tenu, t'as bien vu, hein, j'ai rien dit du tout pendant toute la course. Alors, ce qui est frustrant, c'est que tu dis rien, tu es dans le côté média invité ou comme coureur invité et crew, pareil, les assistants invités. Donc c'est un peu un Ouais, t'as toutes les infos. un contrat que tu passes. Mais par contre, tu vois tout ce qui se passe sur les réseaux, quoi, puisque il y a quand même la connexion à l'entrée du parc. Et c'est là où tu te dis, tu peux, toi, tu es sur place, tu dois rien dire, mais tu n'es pas sur place, tu es loin, quoi, en fait, en France ou à l'étranger. Là, tu peux dire ce que tu veux, quoi. Et tu peux très bien interpréter les trucs les posts de Kiss, mais tu peux aussi spéculer, interpréter comme tu veux avec tout un tas d'infos que ben, finalement tu arrives quand même à avoir au fil de l'avancée de l'épreuve. Il y a du faux, du vrai qui se mélange, mais tu arrives à avoir des trucs, ça fait que tu as des posts hallucinants qui sortent. Et tu vois, moi je m'étais dit au bon moment, parce que c'est lourd quand même dans la Barclay, tu as envie de vivre plus la Barclay, même si je la cours pas, hein, tu as plus envie de la vivre de l'intérieur, de l'ambiance, de profiter de ça, plutôt que de regarder les réseaux, de se dire ah putain, qu'est-ce qui se passe là et tout. Et on a eu des exemples pendant la course quand même qui étaient un peu durs, et ça te pèse, et tu te dis ah ouais, je vis pas ma Barclay à fond à cause de ça. Donc c'était un peu chiant, un peu frustrant ce côté-là. Après, moi la seule truc qui m'a, alors je le dis, mais qui m'a vraiment embêté, et j'ai répondu sur un seul post dans toute la durée du truc, c'est quand ils ont annoncé alors je sais pas s'il faut citer le média, mais qui annonçait qu'il y avait six coureurs qui étaient perdus complètement dans le parc, qui n'avaient pas de matos, c'était en danger pour eux. Et là, ça a commencé à répondre vraiment. C'était la vanne ouverte, tout le monde qui disait ah oui, là c'est un con, il devrait pas faire ça et tout. Alors tu te dis. Et le départ avait été donné donc la matinée, on avait passé la nuit. Donc en gros, pour ceux qui devaient revenir du premier tour. Et on n'a même pas laissé le temps aux gens de pouvoir revenir au campement, tu sais. Le premier, il a mis 10 heures, ceux de la première boucle 12 heures, donc tu étais déjà au petit matin. Enfin, tu vois, tu étais dans la nuit. On n'a même pas eu le laissé le temps aux gens de rentrer, que déjà c'était déclenché l'alerte, que c'était n'importe quoi, que c'était mis en danger de la vie d'autrui, que c'était... Donc je me suis dit... Bon, pour poster des infos comme ça, voilà, c'était vraiment quand même frustrant d'être sur place et de voir que ces médias, Rémi, n'ont qu'une ambition, c'est pas d'informer, c'est de nourrir la machine, d'ouvrir les vannes pour qu'on regarde leur actualisation en permanence. Je suis d'accord avec toi sur la base, forcément, hein, mais tout le monde est un peu comme ça quand même quelque part, de vouloir entre guillemets jouer le buzz parce que c'est un peu dans l'air du temps actuellement. Hein. Bon, c'est un autre sujet. Mais là, sur l'info qui était quand même assez grave, je trouvais, tu vois, d'aggraver quelque chose de comme ça et de perturber plein de gens qui regardent, qui lisent. Là, je me suis dit, bon, ça va quand même un peu loin, tu vois, par rapport au côté la désinformation qui finalement peut faire beaucoup de mal aussi, tu vois. Donc, c'est pas les... La désinformation ne peut jamais être bien. C'est une certitude. Ouais. Max ? Ouais, moi c'est un truc que je vis très mal depuis 2 ans. Alors j'aurais bien aimé justement avoir un peu l'avis de Claire là-dessus. C'est dommage qu'elle soit pas là parce que elle a été concernée. Je m'excuse de te couper. Elle a été concernée parce que, enfin, sans le savoir certainement, son nom est sorti très 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 vite. Ouais, et voilà. Dans les règles, tant que Kate Dunn ne dit pas, il y a Sébastien Réchon, Maxime Gaudouin, Julien Chable, etc. Eh ben, on n'est pas censé le savoir, on n'est pas censé le communiquer, etc. Or, le nom il y a plusieurs médias qui ont joué avec la popularité de Claire, et ça aurait été effectivement, c'était partie des choses que je voulais discuter avec elle, avoir son avis là-dessus, dans quelle mesure elle. Parce qu'il y a les médias, mais les sponsors aussi, il y a les sponsors des coureurs. Ouais, il y a les sponsors, ouais. Bien sûr. Ouais. Et, du coup, excuse-moi Max, mais pour avoir fait partie du groupe de Christophe Nonorgue l'année dernière, eh ben même nous qui étions dans le groupe, il avait joué le jeu. On savait quand est-ce qu'il partait en avion, mais on ne savait pas le jour de la course. On faisait tous partie du petit comité.
C'est-à-dire que tout le monde jouait le jeu vraiment jusqu'au bout. Donc, si les autres jouent pas le jeu, c'est vrai que c'est hyper dérangeant. Excuse-moi, Max. Ouais, non, mais vous avez raison. Et puis ouais, c'est clair que moi je voulais en parler avec Claire parce que du coup, son nom a fuité. Du coup, elle est restée en course un certain temps et ça a commencé à s'enflammer en mode Claire est encore en course pour une performance historique à la Barclay, alors qu'en fait on l'a récupérée avec John au 5e livre de notre 2e tour, mais elle était au 5e livre du 1er tour. Donc on avait 40 km et 4500 mètres de D+, en plus dans les pattes. Et du coup, bah, ça fait vraiment enfin là, on était vraiment dans le royaume de la fake news. Et ça fait 2 ans. Alors l'année dernière, c'était plutôt positif parce que il y avait plein de finishes, que du coup, c'était quand même des infos qui, même si elles étaient fausses, avaient été un peu corrigées par la suite. Et puis il y avait plein de choses très très positives à échanger. Là, cette année, vraiment, ça a été n'importe quoi dès la veille de la course. Bah, je parlais tout à l'heure de Simon Lance-Levé, qui est doctorant et qui du coup là était très intéressé par tout ce qui se passe et va sortir un livre prochainement. Il a fait des posts Instagram pour parler de ce qu'il connaît de la course, et il connaît sans doute ces formats de course en tant que sociologue mieux que personne. Du coup, il y a un média, je mets les guillemets, on ne voit pas dans le podcast. Oui, c'est pas la peine de citer qui que ce soit. Non, bien voilà, sûr. Ouais. Qui annonce la veille de la course que Simon sera au départ de la Barclay. Il était tranquillement sur les pistes de ski de fond chez lui, et ça a été repris après par des médias, y compris des gros médias français, en disant que Simon était au départ de la course, alors qu'il y avait vraiment aucun fondement et qu'il suffisait de lui envoyer un petit message pour vérifier qu'en fait l'info était fausse. Donc on est aujourd'hui dans un truc de l'instantané où effectivement la Barclay démarre, bam, il faut faire le buzz, il faut faire de l'article, il faut sortir à tout prix en premier les noms, il faut sortir les stats, les CV des coureurs, etc. Et puis finalement, on en vient à faire un petit peu n'importe quoi. Ça fait un gloubi-boulga de fausses infos. Moi, je suis très content que pour ce qui nous concerne, nos noms aient fuité les trois très tardivement. Et puis voilà. Après, dans la manière dont ça se passe, on est sur un événement sur du temps long. En fait, il n'y a pas de couverture live. Point. Enfin, je veux dire, tout ce qui est en live, c'est probablement faux. Il y a probablement pas de fondement, ou alors c'est colporté par des gens qui soit sont pas dans l'esprit de la Barclay et qui peut-être sont sur place, soit qui sont à distance et qui juste inventent des rumeurs. Et il y a vraiment des endroits où un gars écrit un post en mettant à mon avis il se passe ça, et puis c'est repris dans un journal. Enfin, à un moment donné, on n'est pas du tout sur un traitement journalistique de l'information. Donc cette course-là, il faut respecter le fait qu'on ne sait rien, et il y a encore plein de choses qui sont pas encore communiquées vers l'extérieur, même si on a des comptes rendus superbes de Seb, d'Aurélien. John, il est encore concis pour l'instant, on ne sait pas tout de la course de John. Donc ça sort sur un temps plus long, c'est différent. On prend le temps effectivement de vivre pleinement l'expérience de Frozen Head. Et ça sort qu'après, ça sort quand on veut, comment on veut. C'est de la digestion. Exactement. Voilà. C'est pas de l'instantané. Seb, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche, toi, ou tu t'en fous un peu ou... Oui, bon, moi je suis pas très réseau social, ça me dépasse un peu. Je pense que ce qui est très important, c'est de respecter les règles du jeu. Elles sont fixées par Laz, par Karl. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Karl prend vraiment les choses en main, Karl Lagnac, et qui va faire perdurer l'esprit de la Barclay durant longtemps. Et ça, c'est une grande nouvelle et une grande satisfaction. Je crois que voilà, à nous tous, les joueurs, les passionnés de la Barclay, de respecter les règles, parce que c'est ce qui rend cette course à part. Oui, exceptionnellement, les médias peuvent se permettre de rentrer dans ce petit jeu-là pour faire vivre le mythe aussi. Ça sert à rien de le déglinguer. Ça servirait à quoi de casser les règles du jeu, de les contourner. Ce serait un petit peu dommage. Seb, on reste là-dessus et on va peut-être terminer là-dessus d'ailleurs pour parler de ce duo. On dit beaucoup Laz, mais ce que j'ai compris en filigrane de nos discussions, c'est que Laz, il prend vraiment et réellement du recul, il laisse vraiment de plus en plus de place à Karl, dont il avait dit à Distance Plus à Toulouse que Karl, il a fallu travailler avec lui parce qu'il manquait beaucoup d'empathie, qu'il était beaucoup trop gentil. Mais visiblement, il n'est pas si gentil que ça, Karl. Il est en train peut-être d'être celui qui appuie sur là où ça fait mal aujourd'hui. Ce qui est chouette, c'est que Karl est un personnage lui aussi. C'est déjà par sa stature physique, c'est un mec qui doit faire entre 1m90 et 2 mètres. Il a une belle barbe également. Il en impose. Et il en impose vraiment. Et nous, les coureurs, par les échanges qu'on a avec l'organisation, on voit bien qu'il a pris les choses en main. Ça fait 2 ans que c'est lui qui propose les évolutions de parcours, qui fait les reconnaissances.
Et oui, c'est un duo aujourd'hui. C'est un duo aujourd'hui. Alors, je vois bien que en termes de médiatisation, il y a que des photos de Laz qui sortent. Il reste dans l'ombre. Je pense que c'est pas quelqu'un qui est dérangé par ça. Je pense que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est très satisfait d'être dans l'ombre. Mais c'est la pièce maîtresse aujourd'hui de la Barclay quand Laz est toujours l'esprit de la Barclay. Donc il y a vraiment une transition qui se fait petit à petit, qui est belle. Il y a un beau duo avec une petite équipe, c'est vrai, très restreinte autour. Et la Barclay a de beaux jours devant elle. Robin? Oui, alors c'est pour parler de duo, c'est pas forcément pour parler du duo des organisateurs. Mais j'avais juste une question justement à propos de duo. Est-ce qu'il y a un moment, il n'y a pas deux coureurs qui se sont dit on va vraiment faire toute la course ensemble pour s'aider les uns les autres, pour s'épauler, quitte à ralentir un peu et enfin un véritable duo jusqu'à effectivement peut-être être séparés au moment où c'est trop compliqué, où il y a ces histoires le 5e tour, voilà, fatidique. Exactement. On n'a pas le choix de toute façon. Tout à fait. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est interdit, qui est pas envisageable? Parce que bon, on voit bien quand même que, enfin, on comprend bien quand même que il y a le côté un peu, la solidarité, l'entraide, enfin, une place hyper importante dans la Barclay. Est-ce qu'il n'y a pas un moment des gens qui pourraient se dire, bah nous, on va vraiment, vraiment courir ensemble et le faire tous les deux? Maxime ou à 4, et ou à 5, ouais. Je souligne que Laz a aussi reproché, notamment aux nouveaux, de vouloir s'accrocher à des vétérans. Julien, tu nous diras ce que tu en penses après. Maxime. Oui, bah, en fait, c'était un peu le plan hein, quand on a discuté la veille au soir avec Seb et Aurélien. On imaginait un trio, effectivement, et aller le plus loin possible tous les trois et être, si possible, séparés par ce fatidique 5e tour. Même sans se l'être dit avant dans la prépa, je pense que c'est des alliances qui sont nécessaires pour aller loin dans la Barclay. Après, avec le coup de massue de cette année et les circonstances de course, ça s'est fait un petit peu à la pédale et du coup, effectivement, Auré et puis Seb ont un peu décroché. Du coup, c'est le duo, c'était avec John pendant un tour et demi, on va dire, jusqu'à la moitié de la deuxième boucle où on a fait une énorme boulette et là, le duo a été confronté à l'erreur et à la sortie de l'objectif. Mais clairement, sur une Barclay, il faut être dans la collaboration à fond. Il faut espérer qu'il y ait effectivement des coureurs de niveau semblable pour s'aider mutuellement à aller loin et c'est nécessaire. Là, cette année, peut-être que les participants, il y avait peut-être un petit peu moins de densité quand même que l'année dernière, sans enlever. Alors, je vais pas mettre une pièce dans ce qu'a dit Laz en compte rendu, même si c'est effectivement Karl qui est aux manettes. Laz reste l'esprit de la Barclay et a défoncé les concurrents de cette année en disant vous êtes infoutus de vous orienter par vous-même. Vous avez tous cherché à suivre des vétérans, mais les vétérans, ils étaient pas forcément bons ou alors ils étaient en mode vous suivez vos caps, mais il n'était pas foutu de trouver les bouquins. Bon, en l'occurrence, je pense qu'il y avait quand même cette année dans la distribution, dans le casting, peut-être des gens pas assez impliqués, effectivement. Si les 40 coureurs se présentent au départ, je l'avais dit une fois, si on fait un tirage au sort sur les postulants à la Barclay pour constituer la liste de départ, en fait c'est un carnage parce que du coup t'as pas suffisamment de vétérans, de gens qui sont vraiment impliqués, qui connaissent les spots, les livres. Voilà, cette année il y avait 4 nouveaux emplacements sur les 16 livres, donc ça veut dire qu'il y avait quand même un certain nombre de bouquins. Avec Seb, avec Aurélien, on les connaissait quand même plutôt très bien, on connaissait les lignes, on s'était déjà perdu sur certaines sections, ce qui n'a pas empêché de refaire des erreurs sur les mêmes sections cette année. Mais cet apprentissage de la course, il se fait effectivement rarement en un an. Après, il y a des ovnis comme Ior Veris qu'on a cité tout à l'heure et Aurélien qui ont gagné, fini plutôt dès la première édition. Dès leur en étant Virgin. Mais effectivement, il y a aussi un peu, je vais voir Julien ce que tu racontes là-dessus, mais quand tu te présentes comme un Virgin, tu pries pour pas être le sacrifice humain, quoi. Il y a vraiment cette notion-là à la Barclay que t'es de la chair à canon et en tant que Virgin, ton but est de survivre le plus longtemps possible. Et puis, en fonction de ce que tu fais la première année, peut-être t'auras ta chance l'année suivante et tu seras un vétéran et t'auras peut-être les clés ou en tout cas une partie des clés du problème si le problème ne change pas, ce qui nous est arrivé à Seb et à moi cette année. Donc ouais, c'est clairement un jeu collectif.
Et encore une fois, ça va même au-delà des coureurs. Les assistants, etc., c'est quelque chose de très important sur une Barclay. On n'est clairement pas seul. On est sur un effort individuel, mais clairement collectif. Garde le micro, Max, et je vous pose la question à tous les deux avec Seb. Est-ce que vous en voulez à Laz de vous avoir foutu votre course en l'air en revoyant les cartes du jeu? Maxime d'abord, puis Seb. Bon, ça serait plutôt à Karl qu'il faudra en vouloir, parce que je pense que c'est vraiment lui derrière ces deux énormes changements de parcours, comme l'a dit Seb. Et puis non, en fait, évidemment, quand on s'inscrit sur une Barclay, peu importe la prépa, enfin je l'ai dit à tout le monde, j'ai eu une prépa parfaite cet hiver. Tout s'est déroulé comme sur des roulettes, j'avais un rythme de fou, j'avais des jambes de feu. Et j'ai dit à tout le monde, la Barclay se moque d'une bonne préparation. C'est une règle immuable depuis l'origine de la Barclay. Donc on sait très bien, en s'engageant sur cette course-là, que notre sort ne dépend pas que de nous. Nous, on se doit de faire au mieux. Et d'ailleurs, en ça, encore un énorme chapeau à Seb qui s'est dépouillé, s'est dépassé, est allé très très loin dans la souffrance et a complètement joué le jeu du dépassement de soi à outrance. En tout cas, c'est pour moi, il y a pas à leur en vouloir. Au contraire, il y a juste encore une fois à se sentir privilégié d'avoir eu ces 2 expériences pour moi sur la Barclay, 3 expériences à Frozen Head avec la Barclay Fall Classic. Voilà, je me sens extrêmement privilégié d'avoir eu ces moments de vie qui dépasse complètement le cadre sportif à Frozen Head. Donc aucun regret et aucune pointe d'animosité envers quiconque, évidemment. Tu y retourneras ou pas? Si tu peux. Ouais, alors je pense que je vais pas y retourner dans un futur proche. Quand on dit futur proche, c'est l'année prochaine. Je suis assez convaincu qu'il va falloir que je digère, et il faut aussi une fraîcheur mentale sur l'événement. Bah, comme vous le savez, je suis passionné par cet événement-là. Il faut aussi à un moment donné avoir la flamme. Je dis pas que la flamme elle est plus là, mais effectivement quand on se prend un gros coup dans la tête comme ça a été le cas cette année, la question se pose de la digestion. Est-ce que la digestion elle se fait en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, en plus que ça? Il faut juste vivre l'instant présent et laisser poser les choses. Et puis si un jour la flamme, l'envie, la motivation revient, évidemment je serai ravi de pouvoir avoir ma chance à nouveau sur cette course incroyable. Seb, là-dessus? Oui, ben non, j'en veux absolument pas à Karl et à Laz. Au contraire, chaque Barclay auquel tu participes, c'est un cadeau. En plus, Laz, c'est un personnage, mais d'une gentillesse incroyable, toujours un mot d'humour, il est toujours présent dans l'empathie pour ses coureurs. Est-ce que tu en veux au Père Noël quand ton cadeau est pas celui que tu as tout à fait imaginé? Non. Là, c'est le Père Noël et je crois qu'on peut que l'aimer. C'est une belle conclusion. Julien, toi le néophyte? Alors, par rapport effectivement un petit peu au débriefing qu'a fait Laz sur je dois suivre un vétéran. Moi, j'avais pas du tout cette stratégie. Alors, c'est vrai qu'on va essayer de se rattacher aux vétérans pour plusieurs raisons, parce que déjà les livres, on va éviter de perdre une demi-heure par livre, sinon ça fait 16 livres, ça va quand même assez loin. Donc effectivement, on va essayer quand même d'accrocher des vétérans, mais dans le sens où on a le même niveau et où il faut être attentif en fait à ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on est là pour apprendre. On se met dans une posture plutôt d'apprentissage, pas je le suis, j'ai le bouquin et on passe à la suite. C'est vraiment voir les lignes, voir effectivement poser les questions, pourquoi on attaquait comme ça. Le livre il est là, ça correspond. Voilà, c'est vraiment dans cette posture-là. Moi, c'était pas ma stratégie. Clairement, je me suis retrouvé plusieurs fois en fait, d'ailleurs seul et seul d'ailleurs avec d'autres personnes, avec d'autres virgins. Et effectivement, là où j'étais, où je peux rejoindre un petit peu là, où j'étais un peu, je me suis posé la question, c'est que certains en fait avaient pas du tout de notion d'orientation. Et donc, on a fait la nave, mais ils partaient complètement dans des directions qui avaient rien à voir avec le terrain. C'était assez flou. Donc voilà, je pense qu'effectivement certains sont peut-être arrivés un petit peu la fleur au fusil sans le faire. C'est dommage. Rémi, toi en spécialiste de la Barclay, plutôt le spécialiste en toi, l'amoureux de la Barclay, est-ce qu'il a été comblé cette année? Oui, alors justement, j'étais en train de me dire si on devait mettre quelques phrases de conclusion, parce qu'on arrive à la fin. Tu vois, alors outre le fait que c'était très dur et qu'il n'y a pas eu de finisher
Outre le fait d'ailleurs que ceux qui vont vouloir venir, ne serait-ce que pour faire un tour, ça va devenir aussi compliqué, quoi, parce que c'est pas être évident de faire un tour. Bientôt, tu vas venir juste pour chercher quelques bouquins. Je parle pas parce que là, avec Seb ou Max, on a des super forts, enfin, tu vois, des gars qui sont potentiellement finisseurs. Mais imagine tous ceux qui ont envie de la faire et juste, tu te dis, j'y vais. Et, tu vois, par exemple, mon exemple à moi, comme j'ai jamais, c'était presque à 2 boucles, mais j'ai jamais réussi à faire 2 boucles. Là, ça serait pour venir en me disant, finalement, je vais pas faire une boucle, quoi. Donc, si tu viens, tu vois, c'est un autre état d'esprit aussi, si tu le prends dans ceux qui sont moins bons, entre guillemets. Donc, pour répondre à ta question, l'an dernier, j'avais versé une petite larme quand Jasmine avait fini, mais je pense qu'on était tous dans cet état quand elle est arrivée. Tout le monde était ébahi et c'était un moment tellement fort à vivre, même pour ceux qui l'avaient fini les 5 tours qui l'attendaient et tous les autres qui étaient sur la ligne, sur la Yellow Gate. Cette année, une chose qui m'a marqué, outre le côté purement sportif, c'est quand même Seb avec sa fille qui se prennent dans les bras quand il a à la fin de la seconde boule. Alors là, tu es obligé de verser ta larme aussi. Et c'est ce genre d'émotion, moi, que j'adore vivre de l'extérieur. Et c'est le moment fort de cette course cette année, quoi. Voilà, je voulais le dire. Formidable. Messieurs, Steph et Robin, vous n'avez pas eu tant le micro pendant l'épisode, c'est normal, hein, on laisse la parole surtout aux invités, mais j'aimerais ça que vous fassiez une petite conclusion à votre sauce là, de tout ce qu'on s'est dit. Et je vais commencer par Robin. Ouais, c'est moi la Barclay, j'ai envie que ça continue. Clairement, je vais pas faire de faux suspense. Je pense que je vais jamais la courir. Pour la bonne et simple raison que ça fait plus de 45 minutes, donc c'est assez compliqué de partir sur 60 heures quand on aime le kilomètre vertical. Même si les pentes raides apparemment ont l'air assez sympas, mais à la limite, je peux vous faire le train sur la première et puis je m'écarte après. Non, plus sérieusement, longue vie à la Barclay. J'espère que Karl va faire du bon boulot et à mon avis, il est bien lancé. Je pense que cette épreuve doit évidemment continuer d'exister. Et c'est ça qui est beau finalement dans notre sport, même si là c'est presque à côté du trail, mais c'est la diversité des épreuves. On parlait de KV, l'ultra très médiatique, des ultra cassants, du skyrunning, etc. Jusqu'à la Barclay, une espèce d'ovni, un truc un peu différent. Et c'est ça, je trouve, qui est absolument merveilleux dans ce sport. Et en plus, quand ça raconte des histoires comme la Barclay, alors là c'est un régal, voilà. Donc merci aux acteurs et puis merci aux metteurs en scène. C'est une boîte à histoire. Steph. Ben oui, je rejoins forcément mon camarade Robin sur encore une fois, on a vécu un feuilleton incroyable avec. C'est toujours la même pièce, mais il y a toujours des changements chaque année. Vous pouvez aller la revoir plusieurs fois cette pièce de théâtre et elle sera encore différente et j'espère surtout qu'ils vont tenir le cap. Je parle de Karl et de Laz pour pouvoir garder cet état d'esprit parce que je ne voudrais pas qu'elle change d'un iota, enfin en tout cas en tant que spectateur, pourquoi pas en tant que coureur, hein, je ne désespère pas. Je ne désespère pas, ça c'est sûr, à y participer un jour. Et puis voilà. Alors après, je voudrais terminer sur une note un peu plus humoristique et aussi sous forme de défi parce que mon camarade Robin m'avait lancé un défi. Alors moi, je pense que le futur vainqueur. Alors nous, dans les Vosges, on a un dicton. On demande souvent à un Vosgien s'il préfère son père ou sa mère. Le Vosgien répond qu'il préfère le lard. Je pense que le prochain vainqueur de la Barclay, si on lui posera la question s'il préfère son père ou sa mère, il dira la Barclay. Je pense que c'est l'une des rares conditions qui vous permettra, messieurs, d'être finisseurs de la future Barclay. Alors ça, c'était le petit brin d'humour et de défi que j'avais avec Robin. Et le second, c'est que, vous le savez, j'ai une boucle Barclay que Christophe Nonorgue est venu tester autour de la maison, qu'il a trouvé un poil plus difficile que quand il avait fait ses 2 tours à la Barclay. Alors je suis sur les cartes pour la rendre du coup plus difficile, hein, parce que j'ai bien compris qu'il fallait rajouter 500 de positifs. Donc je suis en train de tailler une boucle avec 500 de plus. Alors si un jour vous vous ennuyez, Max, Julien ou Seb, et que vous voulez venir faire une bambée vosgienne, dites-vous bien qu'il y a ou dans un sens ou dans l'autre, au départ de la maison, il y a une boucle, mais avec 500 de plus dorénavant.
Il faut savoir, messieurs, que Steph invite tous nos invités à venir chez lui. Chaque émission, les gens sont invités. Il invite même les Kenyans, alors c'est pour vous dire. C'est ce qui va conclure notre émission. On va dérouler les remerciements juste après. C'est donc la fin de cette émission hors série de la bande AD+, qui a été permise par notre partenaire Wise. Et je fais juste un petit aparté avec toi, Julien, en espérant que la connexion va être prise, parce que il se trouve que toi, tu es ambassadeur Wise. C'est un heureux hasard. Tu as couru au moins une partie de la course avec de l'équipement Wise. Alors, juste parce que, évidemment, c'est notre partenaire, on en fait un petit focus. Pourquoi Wise ? Alors effectivement, ça a été un projet avec lequel on était partenaire avec Wise. Pourquoi Wise ? Déjà parce que moi je connais bien Axel et Guillaume puisqu'ils étaient calédoniens. On a fait beaucoup d'ultra et de courses ensemble. Donc ça c'était la première chose. Je dois être un des premiers d'ailleurs. Histoire d'amitié d'abord. Voilà, déjà une histoire d'amitié. Après, moi, je dois avoir le premier short qu'ils ont dû sortir. Je cours toujours avec, donc voilà, du très très bon matériel. Et là, il y avait du matériel qui est très intéressant dans le cadre de la Barclay. Moi, j'ai l'habitude, la chaleur m'a pas trop affecté sur cette édition-là. Mais par contre, moi, j'ai très peur du froid. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipements chez Wise comme la Thermal Shell ou voilà, d'autres produits qui sont vraiment très bien et qui convenait tout à fait pour la Barclay. Donc c'était vraiment un choix et délibéré de relations personnelles, mais également vraiment parce que c'est un partenaire avec de l'équipement qui est vraiment très très haut de gamme. Tu m'as dit hier, ce serait pas Wise, ce serait non en fait. C'était comme pour toi, c'était il y avait exactement. J'aurais pas fait un partenariat avec un autre partenaire que Wise me concernant en tout cas, clairement. Bon, et puis pour leur faire un petit coup de pub par rapport à la sortie, je sais pas, tu as parlé de la Thermal Shell qui vient tout juste de sortir, visiblement tu l'avais avec toi sur la Barclay, et là dans les jours prochains, si ce n'est déjà fait, c'est le tout nouveau Cuissard qui sort avec une ceinture intégrée, du matériel extrêmement léger et très élastique. La bande AD+, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. La bande AD+, c'est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un gros merci à vous, mes chers membres de la bande, Stéphane Brognard et Robin Schmitt. Vous pouvez aller manger du lard, notamment pour toi, dans les Vosges. Ah non, tu m'as dit que c'était Croque-Monsieur. On est dimanche soir au moment d'enregistrement. Croque-Monsieur au lard. Croque-Monsieur au lard, oui. Merci les gars. Merci Rémi tout particulièrement d'être allé pour Distance Plus, même si pour toi c'était évidemment avant tout un plaisir sur la Barclay, et puis nous avoir permis de raconter cette Barclay 2025. À bientôt. J'y suis toujours. Et oui, tu es toujours. On aurait même pu dire en duplex de Frozen Head, donc dans le bleu de Frozen Head. Mais demain matin, je vais faire mon footing au parc. Eh ben, bon footing demain et bon retour à Toulouse. Et merci évidemment aussi, donc évidemment à Julien Chable, le néo-calédonien de la Barclay. C'est peut-être la première fois qu'il y avait un néo-calédonien qui courait la course en 30 ans. Merci Maxime Godoin. Vous les gars, Seb et Maxime, vous êtes déjà rentrés. Hein. Vous avez fait FISA juste après la course. Donc merci Maxime, merci Sébastien Réchon, infiniment d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation de Distance Plus et de la bande AD+, aussi sec, malgré la petite déception. À très bientôt les gars. Merci beaucoup à vous tous et ciao la bande. Bonne continuation à tous. Et un grand merci donc à Wise d'avoir rendu possible cette émission. Je vous invite évidemment à aller jeter un œil sur les réseaux sociaux et sur le site web Wise Trail Running. Merci à Alexandre Ferreira qui finalise la réalisation de cette émission hors série et qui plane l'émission. Et merci à tous de nous écouter. Continuez à partager. À plus dans la bande AD+.